Hop, voilà, ça y est, c'est parti. Alors du coup, on va réviser la logique ensemble. Vous avez votre DES mardi, donc je pense que je vais faire, c'est que je vais vraiment reprendre deux annales et on va traiter ensemble deux annales des années passées. Comme ça, on va voir concrètement, bah, voilà ce qui vous attend en DS et puis on va voir comment traiter tout ça. Après, ce que je prévois de faire aussi, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le cours et tout, pour que si je dois réexpliquer des trucs. D'ailleurs, si avant de commencer les annales, vous voulez que je réexplique des choses ou on commence direct? Après, au pire, les questions, ça viendra en fonction des exos qu'il y Je aura. pense qu'on peut partir direct, hein. Ouais, hein, je pense que c'est le Ouais, plus Anal, simple. c'est bon, ouais. Ouais, hein. Et puis de toute façon, les questions, elles viendront pendant ou après, et puis on verra à cet instant-là. Alors, du coup, je vais rouvrir, je vais ouvrir un sujet. Donc, celui de. Donc, il faut que je retrouve tout ça. Hop. Donc, le sujet du 15 janvier 2020. Hop, ok. Celui-là, il m'avait bien plu, donc on va faire celui-là. Donc, je sais pas, vous avez déjà fait, vous, de votre côté, des annales ou celle-là particulièrement? Pas du tout perso. Celle-ci, moi déjà. Ah bon, bah nickel alors. Bah, du coup, on va refaire celle-là, du coup, celle du 15 janvier 2020. Donc, c'était pas la nôtre, c'était celle de la promo encore d'avant. Donc voilà, il y a 4 exos ici. Donc souvent c'est vraiment la même structure. C'est-à-dire que en premier lieu, il y a toujours des exos de conversion. Donc, voilà, convertir de base 10 vers base 2. BCD, c'est je crois binary codé de digit, donc c'est du binaire codé décimal. Enfin, du décimal codé binaire plutôt. Et du coup, en gros, ça se traduit autrement dans la base 2. Ici, c'est à base octale vers base hexadécimale, etc. Donc, c'est des exos de conversion de base vers une autre base. Ensuite, là, exercice 2, il y a souvent aussi voilà, un exercice comme ça de simplification d'une fonction logique par l'algèbre de Boole ou par une autre méthode, hein. Là d'ailleurs on a le choix des méthodes, donc ça c'est super, parce que y en a une que je préfère que les autres. Enfin, c'est qu'une McCloskey, c'est celle que j'aime le moins, et c'est la plus chiante, elle sert pas à grand chose quand tu sais faire des tableaux de Carnot à côté, donc ici on va faire par tableau de Carnot sûrement. Après il y a par l'algèbre de Boole aussi, ça simplifie bien. Exercice 3, c'est ici de la détection d'erreur. Donc on transmet un message sur un octet, je crois, non, sur 7 bits, ok. On transmet un message sur 7 bits, et il y a 4 bits de parité. Et du coup, il faut vérifier que le message qu'on envoie est correct ou inversement. Si on veut transmettre ce message-là, comment on l'envoie avec les bits de parité. Donc c'est souvent le truc code correcteur de Hamming. Et la dernière question, c'est toujours un exercice de logique séquentielle. Donc la logique séquentielle, c'est quand l'état n dépend de l'état n-1. Donc par exemple, typiquement c'est avec des bascules en fait. C'est ici que les bascules D, JK, RS et tout ça, ça intervient. Mais très souvent, on utilise des bascules JK parce que c'est les meilleurs, entre guillemets, hein, parce que par exemple une bascule RS, bah, les entrées c'est R et S, et puis il y a trois états possibles, le quatrième il est interdit, alors qu'une bascule JK c'est la même que RS, sauf que le dernier état est autorisé. Donc c'est pour ça, c'est bascule JK c'est la version RS donc ça marche mieux. Et les bascules D c'est plus pour faire des fonctions de mémorisation. Donc voilà, ça marche aussi pas mal pour faire des mémoires. Donc ici, bascule JK, on les utilise pour faire un compteur. Donc ici un compteur nombre impair. Donc voilà, on va voir tout ça, comment ça se réalise. Donc c'est souvent comme ça, la structure en index, c'est toujours des conversions de base, simplification de fonctions logiques par l'algèbre de Boole ou par les tableaux de Carnot ou Kuhn McCloskey, la détection et correction d'erreurs avec le codage de Hamming, et un exercice logique séquentiel. C'est quasiment toujours structuré de la même manière. Donc comme ça, vous savez quoi réviser. Donc bah du coup, on va traiter le sujet. Donc on va prendre la première partie. Donc on va faire dans l'ordre, hein. Hop. Donc les conversions. Tac. Donc voilà. Donc ici, on va convertir. Du coup, le premier nombre, c'est 456, qui est écrit dans la base 10, le convertir dans la base 2. Donc, ici, on a 456, écrit dans la base 10, hein. Donc, pour écrire que c'est dans une base, on peut l'écrire comme ça. Donc, on encale le nombre avec des parenthèses, on écrit en indice le numéro de la base. Et du coup, ça fait combien en base 2? Donc pour faire ça, ici c'est assez simple, c'est la méthode des divisions successives par 2 qu'on peut appliquer. Comme ça on voit les restes des divisions euclidiennes qu'on a, on lit en lecture inverse et puis on aura du coup le nombre binaire qui correspond. Donc on peut faire comme ça, donc on fait 456 divisé par 2, donc ça nous fait 2 ici, il nous reste 0, il reste 5, 6, ça nous fait 2, il nous reste 16, du coup ça nous fait 8, du coup il nous reste 0. Après on redivise ça par 2, donc on divise par 2 ça fait 1,
égale 0,28. Ça nous fait 1, il nous reste 8. Ça nous fait 4, donc 114. Du coup, il y a un reste de 0. Donc R égale 0. Ici, on redivise 114 par 2. Donc c'est bien des divisions euclidiennes qu'on fait là. Donc c'est la méthode classique pour traiter les divisions euclidiennes. Donc ici, on a 1, on prend 11, donc ça fait 5. Il nous reste 1, 14. Donc 57. Reste égale 0. Ici, on divise 57 par 2. Donc 5, donc il reste 1, il reste 17, on met 2. On a 8, il nous reste 1, donc reste égale 1. Ici, on divise par 2. Donc ça nous fait 0, 8, 1, 4, il reste 0. Ensuite, on divise 14 par 2. Donc vous voyez, c'est vraiment les divisions euclidiennes successives par 2. Et puis c'est avec les restes, on va pouvoir déterminer l'équivalent binaire. Donc 14 divisé par 2, bah, il reste 0. Et on a tout de suite 7. 7 divisé par 2, il nous reste 1. Et on a 3. 3 divisé par 2, il nous reste 1 aussi. Et on a 1. On divise 1 par 2, bah, du coup il nous reste 1. Et ça fait 0. Et c'est quand on a le quotient qui vaut 0 qu'on s'arrête là. Parce qu'après, de toute façon, si on divise par 2, ça fera toujours des restes égaux à 0. Donc, de toute façon, comme on lit dans ce sens-là, c'est bon. Et du coup, on lit comme ça le résultat. Et du coup, on lit les restes en fait. On lit la valeur des restes dans le sens de la flèche. Donc ça, c'est le sens de lecture. Et on regarde que les restes. Et c'est les restes qui valent 1, 0 qui nous donnent le code binaire correspondant au nombre décimal qui vaut 456. Donc du coup, 456 en décimale, ça donne en binaire, du coup, si je lis dans l'ordre que j'ai écrit, 1, 1, 1, 0, ensuite 0, 1, 0, 0, 0. Donc j'écris un peu par quarté, du coup c'est ça le résultat. Du coup ça va pour tout le monde. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ensuite, le deuxième, c'est très simple, on peut le faire directement parce que là c'est le même nombre, donc 456, mais écrit en BCD. Donc BCD, ça veut dire binaire, enfin décimal codé binaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en BCD, ça occupe un quarté, donc un quarté, c'est-à-dire 4 bits. C'est-à-dire que chaque, par exemple, si j'écris 1, donc là c'est pas en base 10, mais c'est en base BCD. Si j'écris 1 en BCD, en binaire, ça va donner 0, 0, 0, 1. Si j'écris 9 en BCD, ça va donner, du coup ça occupe aussi un quarté entier, ça va donner 1, 0, 0, 1. Si j'écris 19 en BCD, bah, ça va donner 0, 0, 0, 1, donc pour le 1. Et après pour le 9, ça va donner 1, 0, 0, 1. En fait, ça se... Comment dire? C'est un chiffre, en fait on découpe en chiffres du coup là. On analyse chaque chiffre séparément et chaque chiffre prend la place de 4 bits. Donc là, du coup, 4, on traite d'abord le 4 parce que c'est le chiffre de poids fort. Donc 4, ça va être 0, 1, 0, 0. Ensuite, 5, ça va être 0, 1, 0, 1. Et 6, ça va être 0, 1, 1, 0. Et du coup, bah, ça donne ça en base binaire, du coup, le BCD. Ça va du coup pour ça? Bon, ça c'est pas trop dur non plus, c'est même encore plus simple que ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, Ah, merci. du coup, ensuite pour la question C, du coup là c'est 456 qui est écrit en base 8. On va l'écrire en base hexadécimale. Donc 456 qui est en base 8, donc c'est la base octale. On l'écrit en hexa. Donc, alors là, est-ce qu'il y a une astuce à faire? Parce que je sais que quand c'est des multiples de 2 puissance n, on peut facilement convertir. Enfin, moi, ce que j'aurais envie de faire, ça serait d'écrire peut-être ça en binaire et après on peut le passer en hexadécimal tout de suite parce que quand on écrit un nombre en binaire, on peut, je sais pas si je prends 1, 0, 0, 1 en binaire, on peut le passer dans la base 4 facilement en prenant par 2, en prenant des paquets de 2. Donc ça ferait, par exemple, ici 2, 1 dans la base 4. Et après ici, dans la base 8, c'est la réunion des deux. Donc on rassemblerait les... Du coup, dans la base 8, on prendrait par paquet de 3.
Donc je me dis que si on prend on décompose ça par paquet de 3 dans la base binaire, on peut ensuite repasser facilement dans la base hexadécimale. Donc là forcément là il faut passer par une base intermédiaire, qu'on fait base 8 à base hexa. Après on peut aussi faire repasser la base 8 vers la base 10 pour ensuite passer à la base hexa. Donc c'est à vous de choisir la base intermédiaire vers laquelle vous voulez passer. Sachant qu'après on le demande dans la base 10. Donc on peut faire d'une pierre deux coups, hein. On peut faire base 10 et ensuite base hexa. Du coup on va faire comme ça, hein. Du coup pour passer dans la base 10, du coup ça fera 4, comme c'est la base 8, ça sera 4 fois 8 puissance 2, plus 5 fois 8 puissance 1 du coup, plus 6 fois 8 puissance 0. Donc ça va être dans la base 10. Donc comme ça là on fait direct la question D au final. Et à partir de ça on pourra faire après peut-être on pourra répondre à la question C. Donc ici 4 fois 8 puissance 2, donc 8 puissance 2 ça fait 64. Ça fait 8. Ça fait 1. Donc on fait 4 fois 64. Donc 4 fois 64 ça fait 248, 252, 256. Donc ça fait 256 plus 40 plus 6. C'est dans la base 10 toujours. Donc ça va faire 296, 200, donc 302. Donc en résultat ça fait 302. Donc là on a le résultat pour la réponse D pour la base 10. Donc on décompose en fait avec les puissances de 8. Hein. Parce qu'en fait c'est les puissances de la base, donc comme c'est base 8, bah, c'est des 8 puissance quelque chose. Et puis du coup pour revenir à la question C, pour passer en base hexadécimale, du coup sachant qu'on a la base 10, bah là il suffit de faire des divisions successives par 16. Parce que tout à l'heure on a converti de la base 10 à la base 2, bah du coup il faut faire des divisions par le numéro de la base d'arrivée, donc ici base 2. Et bah là ici maintenant comme on veut convertir de base 10 vers base hexa, hexa c'est 16, et bah on fait les divisions successives par 16 de ça, donc de 302, pour avoir du coup le résultat de 456 qui était en octal en base hexa. Donc c'est pour ça si ici c'est judicieux de passer par la base intermédiaire 10, comme c'est la question d'après, moi vous faites d'une pierre deux coups, et vous faites pas d'étapes intermédiaires gaspillées quoi. Bon ici j'ai plus de place donc je vais quand même ouvrir une nouvelle page. Du coup question C, donc là c'est intéressant du coup d'abord traiter la question D puis la question C, comme ça vous économisez du temps. Et du coup on reprend 302. Donc 302 et on lui fait les divisions successives par 16. Donc 302, donc on prend 30, il nous reste 14, ça nous fait 1. Ici, donc comme il nous reste 14, 142, du coup combien il y a de fois 16 dans 142? Alors 142, donc ça doit être 9, ça doit être 8. Parce que 8 fois 16 ça fait 80, ça fait 128. 142 moins 128, il reste 14. Donc ouais, ça fait bien 18. Et 14, bah, c'est le reste. On peut plus diviser par 16. Et donc 14, on va le convertir en lettres, parce qu'en base hexadécimale, on met pas 14. 14, je crois que ça correspond à E, si je me trompe pas. Parce que 15 c'est F, de toute façon, donc 14 c'est E. Et ici, 18, combien de fois 18, enfin combien de fois 16 dans 18? Bah, une seule fois. Du coup, on a un reste qui vaut 2. Et 2, bah, ça reste 2 dans la base hexa, donc ça, y a pas de souci. Et si 1, on divise par 16, bah, il y a combien de fois 16 dans 1? Il y a 0. Il reste 1. Et du coup, 1, ça reste 1 dans la base hexa. Bah, du coup, sens de lecture, toujours comme ça. Et on lit les restes. Et les restes des On divisions euclidiennes apprend à la successives. calculatrice ou pas le jour J? Non, justement, la calculatrice est interdite. Parce que justement, sinon, tu as direct la réponse si tu as une calculatrice qui fait des conversions de base. Ok. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'elle est interdite en fait. C'est surtout justement à cause de ce premier exercice où justement, sinon, tu pourrais le faire directement quoi. C'est pour t'obliger à utiliser des petites méthodos là, comme là je fais, tu vois, avec les divisions successives ou par le passage de base intermédiaire et tout, quand c'est d'une base vers une autre qui n'est pas tout de suite évidente. Du coup, ça oblige à faire ça, quoi. Donc du coup, ici on peut écrire que 456 en octal, ça donne du coup 1, 2, E en base hexa, donc base 16. Donc la réponse ici c'est ça. Bon bah là du coup on a fini l'exo, hein. Ça va pour tout le monde ou il faut que je réexplique quelque chose? Non, c'est bon.
Hop. Voilà, j'encadre les résultats qu'il faut donner. Bon, bah du coup, on peut passer à l'exo suivant, hein. Du coup, l'exo 2. Tac, hop, tac, tac. Donc, l'exo 2, il va aller très vite avec la méthode que je vais utiliser, vu que c'est la méthode de notre choix. Donc, je vais prendre celle qui est la plus efficace, parce que si on fait qu'une McCloskey, c'est ultra chiant. Ça prendra du temps pour rien. Comme là, on nous dit bien de votre choix, donc il faut simplifier la fonction f ici, donc une fonction logique à 4 variables, a, b, c, d, et réaliser ensuite à l'aide de multiplexeurs à 2 variables. Donc pour le coup, avec les multiplexeurs, je pense qu'on va le faire sous Logicime, comme ça vous allez voir des petites animations sympathiques pour voir si c'est bien la solution. Donc ici, pour simplifier la fonction f, ben on va utiliser ce qu'on appelle les tableaux de Carnot. Donc on va faire un tableau de Carnot à deux dimensions, comme ça avec AB à l'horizontale et CD ici à la verticale. Donc on va tout de suite tracer ça. Et on va tout de suite voir les simplifications comme ça de manière visuelle et directe. Donc ici on va faire un beau tableau. Hop, hop. Donc là il y aura 0, 0, 1, 1. Donc il refaut encore une colonne. Tac, tac, tac. Hop, hop. Voilà. Donc ici on aura du coup A, B. Et ici c'est D. Donc ici on va écrire quand il faut écrire on écrit en ce qu'on appelle je crois c'est codage de gré. Donc c'est à dire qu'en fait il n'y a qu'un seul bit qui doit varier. Donc si j'écris 0 0 au début, donc c'est à dire A vaut 0, B vaut 0. Ensuite il n'y a qu'un bit qui doit varier, donc ça va être 0 1. Et là par contre je peux pas écrire 1 0, je dois écrire 1 1 parce qu'il faut qu'il y a que le 0 qui. En fait il n'y a qu'un bit à la fois qui change, c'est le codage de gré. Donc quand on fait tableau de Carnot c'est une règle ça. Il faut écrire en codage de gré, donc pas en binaire naturel le sommet du tableau quoi. Donc ici, ça va être 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ici, pareil, le 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et du coup, là, dans ce tableau, on va écrire un 1 dans les cases où on verra qu'il y a la correspondance dans l'équation logique. Donc on va faire dans l'ordre. Donc on regarde dans l'équation logique le premier terme. Donc c'est une somme de termes hein, ici. Donc le premier, c'est A, B bar, C bar, DB. A, B bar, C bar, D. Donc A, B bar, C bar, D. Donc quand il y a A, ça correspond quand A vaut 1. Et quand il y a un bar, ça correspond quand la variable vaut 0. Donc ici, on a A, B bar. Donc A, B bar. Lui, il est pas de l'autre côté. Enfin, Comment? A, B et C, D, à leur place, sont pas normalement inversés. De quoi tu Enfin, voudrais A, B, faire? en général, Tu voudrais faire dans l'autre ordre? oui, voilà. Ah, bon, ça revient strictement au même hein, parce que c'est symétrique. Donc tu trouveras des relations, Voilà. enfin symétrisées du coup. Mais c'est pareil. Ça revient totalement au même. Ok. Ça, il n'y a pas de souci, hein, peu importe dans l'ordre dans lequel tu mets, tu trouveras les mêmes relations, ça, il n'y a pas de souci. Parce que par exemple, imaginons si tu avais, comment dire, 1, 1, 1, 1, comme ça, là, ici, bah, si tu faisais dans l'autre sens, les 1, ils vont se retrouver plutôt ici. Mais du coup, les simplifications vont être les mêmes, quoi. Vu que c'est juste une histoire de rotation, en fait, c'est une rotation de 90 degrés du tableau, donc si tu lis en face de toi ou rotationné de 90 degrés, tu liras les mêmes simplifications. Donc du coup, A, B bar, donc c'est ici. Et C bar D, c'est ici. Donc on regarde du coup le croisement des deux, l'intersection des deux, c'est ici. Donc je vais mettre un 1 ici. Tac. Ensuite, on a A, B, C, D. Donc A, B, C, D, c'est quand tout est à 1, c'est ici. Ça c'est simple. Quand on a AB, donc c'est dans la colonne où il y a les deux 1. C bar D, donc on est ici. On met un 1 là. Donc ça c'est fait. Ensuite, AB bar CD. Donc AB bar, c'est la colonne là. Et CD, du coup, c'est ici. Donc ça c'est fait. Ensuite, on a A bar, B bar, D bar. Donc là, comme on n'a pas C qui intervient, on va mettre 2 1 dans notre tableau. Parce qu'on a C ou C bar. Donc comme C est indifférent, on dit. Donc c'est-à-dire qu'il vaut soit 0, soit 1, peu importe. C'est Bah pas du A coup, Barbie que t'as mis juste avant plutôt? j'ai mis A bar B. Ouais, au lieu de AB bar, non? Ah ouais, bien vu. Ouais, du coup, c'est ici. A B bar, ouais, bien vu, bien vu. Effectivement. Donc c'est ici. Ensuite, A bar, B bar, D bar. Donc du coup, je disais C, c'est C ou C bar, peu importe. Donc il y aura 2 1 à mettre.
Du coup, A bar, B bar, donc on va être dans cette colonne-là, quoi qu'il en soit. Et c'est juste que D bar, il doit valoir 0, mais C, il peut valoir 1 ou 0. Donc on va être ici, parce que D bar doit valoir 0, mais C peut valoir 1 ou 0. Et on va être ici. Donc on met 2, 1 pour ici. Parce que C est indifférent, il peut valoir 0 ou 1. Ensuite, A bar, B, C bar, D. Bah on va A bar B. A bar B, donc c'est ici. Et C bar D. Donc C bar, C ici, D, donc c'est là. Donc c'est l'intersection, ça va être là. Donc on met un ici. Donc ça c'est fait. Ensuite, BCD, donc là c'est le A qui est indifférent, donc A peut valoir A ou A bar en fait, hein, donc il peut valoir 0 ou 1. Donc CD, on va être ici, A il peut valoir 0 ou 1, B vaut 1, donc on rajoute ici. Parce qu'on a déjà, pour le cas, on a déjà un ici, donc ça sert à le remettre, le qui est déjà mis. Donc ça c'est fait. Et il reste le A, B bar, D bar, donc là c'est le C qui est indifférent, encore une fois. Donc on se met à A, B bar, donc dans la colonne là. Plutôt A, B bar, plutôt la colonne là. Et du coup, on se met à D bar. Donc en fait, on va mettre des 1 là et là. Parce que D bar vaut donc 0 et C peut valoir 0 ou 1. Donc voilà, d'où les 1 ici. Bon bah voilà, bah du coup là on a rempli tout le tableau de Carnot. Le reste c'est des 0, donc on s'en fout, hein. On met des 0. C'est pas ça qui nous intéresse, nous ça va être les 1. Et du coup à partir de là, pour les simplifications dans un tableau de Carnot, c'est par 2 puissance n en fait, hein. Il faut prendre des groupes de 2 puissance n avec n entier naturel. Donc ça veut dire qu'on peut prendre des groupes de 1, 2, 4, 8, 1 pour simplifier l'équation. Mais il faut que ça soit sur la même ligne ou la même colonne. Donc ici, là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ici la rangée de 1, là, comme ça. On va prendre le carré de 1 ici. Et puis on va prendre les 2 1 qui sont là, comme ça. Donc il faut savoir que le tableau de Carnot, enfin, il n'y a pas de bord en fait. Voilà, il faut que savoir qu'il n'y a pas de bord et du coup qu'il se replie sur lui-même. Et du coup, on peut prendre les 2 1 qui sont aux extrémités. Donc à partir de là, il faut lire les équations, les 3 équations logiques simplifiées qu'on obtient en regroupant C1. Donc pour lire ça, il suffit de voir ce qui ne change pas, ce qui ne varie pas. Ici, c'est A, B bar. Du coup, ici, on a A, B bar. Et tout le reste, c'est D varie. Donc c'est A, B bar ici qu'on en tire. Ici, là, pour le carré de 1 qu'il y a là, bah, ce qui ne change pas, c'est le B, parce qu'on a 1, 1. Donc on aura B, ça c'est sûr. Et on aura, ici c'est le C qui change, donc c'est D qui change pas, c'est D. Donc c'est BD. Donc on aura BD. Et ici, là, ce qui ne change pas, c'est A bar, B bar déjà. Donc A bar, B bar. Et ce qui ne change pas, c'est D bar. Donc on a A, B bar, D bar. Donc voilà, donc en gros, notre fonction f, elle se résume à la somme de ces trois, euh, de ces trois petites fonctions logiques en fait. Tu peux prendre les 4 coins pour faire simplifier encore plus la dernière. Ah, bien vu, c'est vrai. Bah voilà. Comme ça enlève le débar, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, si on prend les quatre coins, effectivement, ce qui ne varie, enfin ce qui va varier en plus, ça va être ça va être le A là, du coup, qui va varier. Donc ça va enlever le A. Donc on aura B bar, D bar. Donc effectivement, donc on va faire comment? On va faire comme ça. Hop. Donc on prend les coins. Tac, 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 tac. Effectivement, comme voilà, le tableau de Carnot se replie sur lui-même, bah voilà, on peut prendre les quatre coins. Et du coup, bah là, ça simplifie encore plus. On a juste B bar, D bar parce que on a donc C qui varie et le A qui varie. Donc il nous reste bien B bar, D bar. Ouais, effectivement, bien vu. Ça simplifie encore plus. On a que deux variables du coup dans les logiques. Donc du coup, on peut écrire qu'au final, F, bah, du coup, ça vaut la somme BD plus B bar, D bar plus A, B bar. Voilà. Excuse-moi. Ouais. J'ai pas très bien compris quand il manque une lettre, par exemple, quand on a A, B bar, D bar. Par rapport au C, on fait comment pour le rentrer dans le tableau de Carnot? Ah oui, ouais, du coup, ouais, c'est ce que je disais. En fait, quand il te manque une lettre, et ben en fait, tu mets 2 hein, dans ton tableau de Carnot au lieu d'en mettre un. Parce qu'en gros, tu considères que C, par exemple ici, dans ce cas-là, pour le A bar, B bar, D bar, bah tu peux écrire, ça vaut en fait A bar, B bar, C, D bar, plus A bar, B bar, C bar.
des barres. Et du coup, bah, tu considères que c'est ça en fait. Du coup, tu considères que C peut valoir 0 ou 1. Donc en gros, tu te mets à A bar B bar, donc à 0, 0, ici. Tu te mets à D bar qui vaut 0. Donc ici, là, il y a le 0, ici, il y a le 0. Donc tu peux prendre ça et ça. Et dans ces deux colonnes avec intersectées par... Enfin, dans ces deux lignes intersectées par cette colonne-là, tu mets un 1. Ok, merci. Hop. Donc du coup, on a la fonction logique finale qui s'écrit comme étant BD plus B bar D bar plus A B bar. Donc, vous voyez, avec le tableau de Carnot, ça permet de simplifier ultra vite et ultra efficacement bah, la fonction, tout simplement. Après là, normalement, vu ce qu'on a là, je crois pas qu'on peut plus simplifier que ça. Après, on peut dire éventuellement, mais là, ça dépasse un peu l'algèbre de Boole. Là, c'est plus de l'identification de fonctions logiques. Mais on peut dire que BD plus B bar D bar. Donc, si on regarde la table de vérité, en gros, ça fait si on a 0, 0, ça fait 1. Si on a 1, 1, ça fait 1. Si on a 0, 1 ou 1, 0, ça fait 0. Bah, en considérant la table de vérité là, on peut voir que c'est un peu un ou exclusif complémenté en fait. Parce qu'un ou exclusif, on considérait que si on avait 0 ou 1 et enfin 0 1 et ou 1 0, bah là ça ferait 1 et le reste c'est 0. Donc en gros on pourrait dire que ça serait B plus entouré D, le tout complémenté. Mais bon, ça n'aurait pas d'intérêt, ça dépasserait le cadre de l'algèbre de Boole. Là il n'y a pas besoin d'écrire ça, mais c'est juste on peut faire des remarques comme ça, quoi. On peut identifier des fonctions logiques comme ça. C'est un ou exclusif complémenté en fait. C'est l'identité, je crois, le nom exact dans ce cas. Ça s'appelle l'identité? Ouais, il me semble, parce qu'en Ok. gros, si tu regardes la table de vérité, quand t'as 2 fois 0 et 0, bah ça fait 1, et quand t'as 1 et 1, ça fait 1 aussi. Ah ouais, c'est vrai que ça porte bien son nom. Ouais, écoute, j'avoue que je me souviens plus trop des noms des fonctions, mais ouais, effectivement, du coup, ça fait Bah, j'ai sens. regardé juste avant avec, pour réviser les portes, là. Ah bah bien vu. Ouais, exactement. Ouais, du coup, fonction identité. Ok. Bah du coup, c'est le XOR complémenté, quoi. Donc, ça s'appelle identité. Bah du coup, je vais écrire ça. Ça s'appelle fonction identité. Bon bah c'est intéressant de savoir ça, écoute. J'avais plus le nom en tête. Donc voilà, du coup bah on a simplifié la fonction f par la méthode de votre choix. Bah là, la méthode de mon choix c'est tableau de Carnot, hein. Je pense pour moi à mon sens c'est la plus efficace, hein, parce qu'après Queen McCloskey ça prend des plombes. Et puis il y a beaucoup plus de chances de se tromper en faisant du Queen McCloskey, il faut être très rigoureux. Et puis après on peut faire aussi par algèbre de Boole. Mais aussi algèbre de Boole il faut être assez rigoureux parce faut pas oublier de termes, bien factoriser, etc. etc. Et puis là il y a beaucoup de termes, hein. Quand il y a beaucoup de termes comme ça, c'est assez chaud quand même de faire directement, d'appliquer enfin, les règles de l'algèbre de Boole, quoi. Faut pas s'y perdre. Tu passes constamment par Carnot, toi, du coup? Ouais, parce que même plus tard, tu verras, même nous, là, on en refait cette année, on a refait un peu de Carnot, c'est vraiment le plus utilisé en vrai. Même plus tard, quand tu feras comment dire, bah là, nous, on a refait des fonctions logiques parce qu'on programmait en VHDL bah, des circuits logiques, hein, sur des FPGA. Donc c'est un peu des sortes de microprocesseurs dont tu peux programmer les fonctions logiques. Enfin, du coup, pour optimiser, si tu veux, la rapidité de calcul en fonction d'une application donnée. Et à chaque fois, on passait par Carnot pour simplifier les fonctions logiques qu'on voulait réaliser, pour les simplifier et les implémenter de manière plus efficace avec le minimum de portes logiques et tout. Donc en vrai, Carnot, c'est le plus utile, même pour plus tard. S'il y a un truc vraiment à retenir du cours de logique, c'est vraiment les tableaux de Carnot. Parce que c'est vraiment le truc le plus utile, le plus efficace, le plus rapide pour vraiment simplifier ce que tu veux faire de base et pour le simplifier en un minimum en gros de portes logiques et de multiplexeurs, etc. Je crois en TD, le prof, il nous avait dit que McCloskey, c'était intéressant que si on avait plus de 6 variables. Où là, les tableaux de Carnot, ça devenait chaud. Ah oui, effectivement, bien vu, bien vu. Ouais, là c'est vrai que là Ou on un a truc que. comme ça. Ouais, non, mais c'est ça, t'as raison. Parce que ici, c'est vrai qu'on a que A, B, C, D. Donc c'est vrai que quand t'as enfin quand t'as 2, 3, 4, voire allez, on va dire jusqu'à 5 variables, tableau de Carnot, ça se fait bien. Parce que bah voilà, quand t'as deux variables, c'est un tableau de Carnot de dimension 4, hein. En fait, c'est 2 puissance n, tout simplement, avec n le nombre de variables. C'est n, donc 2 puissance n, ça te donne le nombre de cases de ton tableau de Carnot. Donc ici, en l'occurrence, on a le nombre de variables logiques. Donc ici, en l'occurrence, par exemple, on a 4 variables logiques. 4 variables logiques de puissance 4, ça fait bien 16. Donc si on avait une cinquième variable logique de puissance 5, on aurait tout de suite le double, donc on aurait 32 cases. Et si on aurait 6, ouais, on en aurait 64 cases, donc effectivement ça deviendrait trop lourd. Et ouais, effectivement, peut-être Queen McCloskey, c'est à partir de 6 variables, où là, peut-être cette méthode du coup Queen McCloskey reviendrait
bah, elle serait plus rapide que Carnot, du coup. Ouais, donc Ouais, il c'est me semble que c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, là c'est vrai que quand t'as 4 variables, tout de suite Carnot, mais dès que tu commences à avoir beaucoup, l'autre méthode, enfin Queen McCloskey, je pense qu'elle est plus intéressante. Mais bon, en DS, comme forcément c'est un DS d'une heure et que du coup bah tu vas pas prendre 3 heures à te faire enfin Queen McCloskey, enfin ils vont pas mettre 30 000 variables quoi, au plus ils t'en mettent 4. Donc finalement pour le DS, le tableau de Carnot ça suffit, hein. À moins qu'ils t'apposent la méthode de Queen McCloskey, et là c'est chiant. Je crois ils l'ont déjà imposé dans un DS, j'avais vu. Mais bon, c'est assez rare. Et du coup, il disait est réalisé à l'aide de multiplexeurs à deux variables. Bon, vous savez tous que c'est un multiplexeur ou je dois le rappeler? Chaud pour que tu rappelles, s'il te plaît. Ok. Alors, bon, je détourne une nouvelle page. Alors, en gros, un multiplexeur, ça se présente. Oula, putain, je fais pas droit métré, je vais prendre plutôt ça. Un multiplexeur, ça se présente comme un composant qui se dessine comme ça. Donc, hop, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est un multiplexeur. On note mux souvent. Ici, donc, tu as ce qu'on appelle cell comme l'entrée de sélection. Donc, tu as une entrée de sélection à n bits. Donc ici, tu as n bits qui sont injectés dans cette entrée de sélection. Tu as une sortie, donc ici c'est S comme la sortie, une unique sortie, et tu as beaucoup d'entrées. Et beaucoup comment? 2 puissance n. Donc si tu as n bits de sélection, tu as 2 puissance n entrées. Donc qu'on appelle souvent E0, E1, etc. jusqu'à E2n du coup. Enfin E2 puissance n en termes de dénomination pour être précis. 2 puissance n, même moins 1 si on veut vraiment être rigoureux. Et du coup, voilà. Donc c'est ça un multiplexeur. Donc comment ça marche? Donc une sortie pour 2 puissance n entrée avec n bits de sélection. Bah, comme son nom l'indique, les n bits de sélection, elles vont permettre de dire quelle entrée va se retrouver sur la sortie. Donc si la combinaison c'est 0 ici, donc 0, 0, 0, si on a 4 bits de sélection par exemple, bah, ça va être l'entrée E0 qui va se retrouver sur la sortie. Donc en gros ça joue le rôle, un multiplexeur ça joue le rôle d'aiguillage un peu, comme avec les trains. Donc ça joue le rôle d'aiguillage, t'as plein d'entrées, t'as une seule sortie, les n bits de sélection, la combinaison que tu rentres ici va déterminer quelle entrée va se situer sur la sortie. Et il y a du coup à la fois une seule entrée disponible sur la sortie. Donc par exemple si je montre, je vais vous montrer sur Logisim, c'est marrant. Vous allez voir comme ça avec des bits qui bougent, 0, 1, tout ça. Du coup, c'est assez frappant. Hop, tac. Alors, donc ça, c'est Logisim, hein, donc c'est le logiciel de simulation de circuit logique qui est assez sympathique et assez simple à prendre en main et que vous utiliserez sûrement pendant les TP de logique après les vacances, je crois. Donc, ici, tu vas dans Plexers, tu as voilà, multiplexeur. Donc, ici, si je zoome, voilà, ici, tu as un multiplexeur. Donc, là, je pense que je veux qu'il y ait donc non pas data bit. Je vais mettre voilà, les entrées de sélection. Imaginons s'il y a une entrée de sélection à 2 bits, bah forcément tu as 4 entrées parce que tu as 2 puissance 2 entrées. Et là si je mets du coup une entrée là, la sortie là, je vais mettre une autre entrée là. Hop, comme ça vous allez voir les petites animations. Hop, hop. Donc ici, donc il faut un bus de données de 2 bits forcément vu qu'il lui faut 2 bits pour être commandé. Donc on relie les entrées. Donc hop, hop, je vais devoir décaler sinon le temps pourra pas le brancher. Tac, tac. Donc imaginons que du coup là on peut renommer, par exemple ça c'est E0. Bon je vais pas renommer les autres mais ainsi de suite. Ça c'est l'entrée de sélection. Et ça va être la sortie. Donc on l'appelle S. Et du coup, si j'injecte le 0, 0, bah, ça va être la première entrée qui va être redirigée vers la sortie. Parce que vous voyez, je change son état, bah, ça se répercute bien sur la sortie. Ça veut dire que électriquement, il y a un fil qui relie cette entrée-là à la sortie, comme ça. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Si je mets, donc si j'actionne celui-là, bah voilà, ça se répercute pas sur la sortie. Et non plus. Et non plus. C'est que lui qui est relié électriquement à la sortie quand on entre une sélection 0, 0. Si j'entre 0, 1, je sélectionne la deuxième entrée, donc celle-là. Donc si je change celle-là, c'est cette entrée-là qui est reliée à la sortie. Celle-là, elle est déconnectée. Si je mets 1, 0, c'est la troisième entrée. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et si je mets 1, 1, c'est la dernière entrée qui est reliée. Voilà, donc c'est ça, un multiplexeur. Ça répond à ta question? Du coup, ça va? Ouais, merci beaucoup. Pas de rien.
Bah, du coup, là, le but, en gros, c'est que. Et puis, vous avez aussi son. Comment on pourrait dire ça? Son opposé, entre guillemets, qui s'appelle le démultiplexeur. Vous, là, c'est l'inverse, hein, donc ça se représente d'ailleurs, hop, dans l'autre sens. Du coup, comme ça, tac. Là, on dit démux. Donc, c'est le même truc, mais à l'envers. C'est-à-dire que tu as une seule entrée et tu as tout un tas de sorties. Et le bit de sélection qui dit sur quelle sortie va se répercuter l'entrée. Donc, c'est le fonctionnement, mais à l'envers. Donc à ne pas confondre les deux. Démultiplexeur, ça démultiplie, donc c'est-à-dire qu'à une entrée, tu as plein de sorties. Et multiplexeur, c'est que tu as plein d'entrées et tu qu'une seule sortie. Donc ici, ce qu'il nous demandait, c'est voilà, réaliser à l'aide de multiplexeurs à deux variables. Donc en gros, voilà, donc c'est les multiplexeurs à deux variables, on veut écrire cette équation logique sous forme de multiplexeur. Donc ici, on n'a que B, D et B qui interviennent. Enfin, si, il y a les quatre variables en fait à BD. Donc en général, pour faire ça avec des multiplexeurs, ce qu'on peut faire, du coup, c'est on reprend l'équation simplifiée qu'on a là. Donc c'est ça l'intérêt de l'avoir simplifié. On va faire un truc plus simple. Donc on va le faire sur logiciel. Donc on a BD, B bar, D bar et A, B bar. Donc on va déconnecter tout ça. On va faire avec des multiplexeurs à deux variables, ils disent, hein. Donc multiplexeur à deux variables, c'est deux variables de sélection, hein, ici. Donc ici on va mettre sud. Donc voilà, donc c'est des multiplexeurs de cette taille-là qu'on va utiliser. Donc le but c'est que sur la sortie S, donc ça va être F en fait, bah, qu'on retrouve 1 que si la sélection elle dit qu'on a BD, B bar D bar ou A B bar. Donc ce qu'il suffit de faire. Alors le problème de la question c'est est-ce qu'on met uniquement des multiplexeurs à deux variables ou est-ce qu'on a le droit de mettre des portes logiques? Parce que si on a le droit de mettre des portes logiques c'est bidon. Si on met que des multiplexeurs c'est un peu plus chiant. Donc moi je pense que c'est peut-être qu'avec des multiplexeurs, sinon ça serait trop simple. Ouais, je crois que c'est avec des multiplexeurs. Ouais. Donc on va mettre A, B, donc ça c'est nos quatre variables logiques, C et D. Donc c'est eux qui vont jouer le rôle de la sélection en fait, hein. Donc on va les mettre orientés vers le nord, le truc vers le sud. On va réarranger un peu ça. Donc comme c'est qu'avec des multiplexeurs, forcément on aura besoin d'au moins deux, vu que c'est des entrées de variables. Donc en gros le but c'est de cascader intelligemment les multiplexeurs pour qu'en sortie, F se retrouve à 1 que quand on a B et D, ou B bar et D bar, ou A et B bar. Donc là ça consisterait à faire quoi? Ce qu'on peut faire c'est que du coup le 1 c'est une constante, donc on va pouvoir mettre une constante ici égale à 1. Ici sur une entrée du multiplexeur qui est intéressante. Donc si on a B et D, donc on peut faire pour B et D quand les deux valent 1. Donc ici on va mettre ça s'appelle un séparateur, voilà, pour pouvoir avoir la compatibilité entre le bus de données et les bits. Donc ici on va mettre vers le sud. Tac. Donc le bit de poids fort, on va mettre que CB. On va faire comme ça. Comme ça. Donc B et D il sélectionne, enfin il joue le rôle de sélection pour le premier multiplexeur. Donc si on a B et D qui valent 1, donc les deux à 1 ou les deux à 0, ça doit conduire à 1. Donc on va mettre un 1 là, un 1 là. Du coup le 1 là, donc si les deux valent ça, doit se répercuter sur la sortie. Donc on doit avoir, donc c'est bien ça. Donc si les deux valent 0, le 1 se répercute. Là sinon c'est un différencié. Et si les deux sont à 1, ça vaut 1. Donc c'est bien, l'autre, pour pas que ça soit un différencié, on va mettre un 0 pour que ça soit plus correct. Donc ici on va dire que ça vaut databit valeur, ouais c'est ici 0. Hop, hop. Donc on va le reculer comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, donc comme ça, si donc on a BD, donc les deux à 1, on voit qu'il y a un qui est transmis. Si on a B bar, D bar, donc les deux à 0, il y a bien un qui est transmis, sinon c'est que des 0. Voilà. Donc ça c'est bon, on a traité les deux tiers et maintenant il reste à traiter A et B bar. Donc là pour A et B bar, on est obligé d'utiliser un autre multiplexeur. J'ai pas compris en fait pourquoi ça fait à la fois B, D et B bar, D bar. Attends, vas-y, tu peux répéter? J'ai mal entendu. En fait, j'ai pas compris pourquoi est-ce que ce multiplexeur là,
il est capable de faire BD et B bar, D bar. Ah oui, pourquoi ça fonctionne comme ça? Oui, voilà. Alors en fait, les entrées de sélection B et D, c'est elles qui vont dire quelle entrée va être aiguillée sur la sortie. Donc là, en l'occurrence, quand les deux valent 0, c'est l'entrée, la toute première, celle qui est tout en haut, qui va être reliée électriquement à la sortie. Donc ici, j'ai mis une constante égale à 1. Donc c'est la constante égale à 1 qui va se répercuter sur F. Les trois autres entrées sont désactivées, ne sont pas reliées tout simplement. Si je change la combinaison des bits B et D qui ne sont rien d'autre que les bits de sélection du multiplexeur, et ben ça va sélectionner une autre entrée. Donc ici on voit 1 et 0, donc c'est pour dire le poids des bits, hein, parce que là c'est juste cet outil-là, là, c'est juste comment on appelle ça? Voilà, un séparateur ou un convergeur, hein, donc c'est un splitter ou un merger. Donc ça permet d'avoir ici 2 bits en entrée, et on a un bus de 2 bits qui est acheminé à l'entrée de sélection du multiplexeur. C'est par une compatibilité des largeurs de données. Et du coup, si on met D à 1, du coup ça va sélectionner la deuxième entrée qui n'est rien d'autre que 0. Donc si je mets D à 1, ça va sélectionner la deuxième entrée. Donc c'est celle-là qui se retrouve sur F. Si je mets donc D à 0 et B à 1, donc ça va sélectionner la troisième. Parce qu'en fait, si tu veux, la table de vérité d'un multiplexeur, on peut l'écrire très simplement. Donc si je reviens du coup sur le truc ici, donc, si je fais un multiplexeur 4 bits, donc tu as E0, E1, E2, E3, tac, tac, tac. En fait, pour bien comprendre le truc, il faut juste faire un coup la table de vérité, après tu comprendras pour toujours. Là, la sortie, ici tu as 2 bits de sélection, donc voilà, ils appelaient 2 bits de sélection, je sais pas moi, petit S1, petit S0. Bah, du coup, la table de vérité du multiplexeur, c'est que la sortie, en fonction de S1, S0, donc qui sont les bits de sélection, donc 0, 0, on les écrit en binaire naturel, 0, 1, 1, 0, donc toutes les combinaisons possibles, donc il y en a 4. Bah, si S1 et S0 valent 0, 0, bah, ça va être E0 qui va se retrouver sur la sortie. Si les bits de sélection S1 et S0 valent 0, 1, ça va être E1, ensuite E2, et ensuite E3. Donc c'est à partir de cette table de vérité là que tu comprends comment marche un multiplexeur en fait. En gros, la sortie prendra une entrée variable en fonction de la combinaison de bits de sélection que tu injectes ici. Ça va du coup là, tu comprends mieux? Ouais, c'est bon. Ah, nickel. Et donc du coup, ici c'est pour ça que du coup là ça marche comme on veut. Donc c'est quand quand B et D valent 0, donc c'est-à-dire B bar D bar, et ben on a 1. Et quand B et D valent 1, donc c'est-à-dire BD simplement, on a 1. Donc là ça marche comme on veut. Sauf qu'il nous manque quand même, on avait 3 termes. Donc non pas web. Putain, je suis rentré dans un truc là. Putain, comment on quitte cette merde? Tableau, ok. Du coup, si on reprend la page précédente, il reste A, B bar. Donc là, il reste à traiter le A, B bar. Donc pour traiter ça, malheureusement, comme on peut pas faire intervenir de porte logique, on va devoir être obligé de faire intervenir un autre multiplexeur où il y a le A qui va intervenir. Et on veut A, B bar. Ok. Donc le C il n'intervient pas. Finalement, il peut être complètement déconnecté du reste, il n'interviendra jamais dans cette histoire parce que la fonction finale ne dépend même pas de C. On va reconnecter cet outil magique. La sortie, elle va être déplacée ailleurs, elle va aller là. Et du coup, elle va devoir cascader intelligemment ces deux multiplexeurs. Et la sortie va se retrouver là. Donc on veut AB bar. Donc si on veut AB bar, du coup, déjà le B, on va devoir le répercuter ici. Et le A, on va le mettre là. Donc si on veut A, B bar, on veut quand B vaut 0 et quand A vaut 1, donc tel que j'ai codé, tel que je l'ai mis ici, on veut que du coup ça soit cette entrée-là qui conduise le 1. D'accord, donc on va mettre un 1 ici. Non, pas ça, dégage, hop, on va mettre le 1. Oh putain, il quand même le met pile en plein milieu des fils, donc je vais pas pouvoir le récupérer. Donc je vais le prendre directement ici, tant pis. Hop, donc le 1, on va le connecter là. Voilà, du coup quand on a bien A, B bar, comme indiqué ici, on a bien la bonne entrée. Après, il faut cascader ici le multiplexeur, donc ça consiste à le mettre sur toutes les autres entrées, tout simplement. Voilà, parce que comme ça, on va tester du coup tous les cas possibles. Du coup, nous on veut que ça fasse 1 que quand on a A, B bar, D bar ou B et D. Donc on va tout mettre à 0, on va voir si ça marche.
Donc peu importe la valeur de C. Il n'est pas connecté dans l'histoire parce qu'il n'intervient même pas dans l'équation logique finale. Donc là, c'est logique que ce soit allumé quand tout vaut 0 parce qu'on a B bar et D bar. Donc c'est ça qui fait qu'on a le 1. Donc parce qu'on a bien B bar, D bar, ça marche. Quand on fait varier le A, donc c'est indifférent du A, B bar et D bar. Donc peu importe la valeur de A, on a bien 1, donc ça c'est bien. Ensuite, on va faire varier D. Donc si on fait varier D, si D vaut 1, on passe à 0. Oui, parce que si D vaut 1, on a B bar D, donc ça correspond pas à ça. On a donc ici hein, le B bar D, hein, donc ici il n'y a pas de B bar D quelque part, donc ça marche pas. C'est logique. Ici, si on fait passer B à 1, pareil, parce que tout le reste est en barre et on a B. On n'a aucun B qui est associé avec quelque chose en barre, donc c'est normal que ça marche, enfin que ça fasse 0. Ensuite, on met les deux à 1. Là, c'est logique que ça marche parce qu'on a B bar D. Alors, non, BD, donc AB. Non, c'est le A, B bar qui intervient là en l'occurrence. Donc, c'est bien cette entrée-là là, qui est prise, la troisième, donc celle que on vient de réaliser. Donc là, c'est le AB bar qui entre en jeu. Donc AB bar, donc indifférent de D. Vous voyez, peu importe la valeur de D, ça marche. Et on a, et du coup, maintenant, si on change B, voilà, indifférent de B parce que. Ouais, parce que là, c'est le BD là, qui joue le rôle de 1. Donc voilà, donc ça marche vraiment comme prévu. Dans tous les cas qu'on a testé, ça a marché. Après, on peut faire les tests plus rigoureux en écrivant la table de vérité avec les 8 valeurs possibles et tester un à un. Mais là, on voit que ça, on constate que ça marche comme on le veut. Donc en gros, la solution, ça serait ça. Et puis le C, bah, il est dans le vide, hein, il n'apparaît même pas dans l'équation logique finale. Donc il y a bien de le relier à rien. Voilà, bah du coup, ça va, vous avez compris comment ça marche là, du coup, pour réaliser la fonction logique avec des multiplexeurs ici. Pour le deuxième multiplexeur, c'est pas la deuxième entrée. Il faudrait mettre un 1 là. Enfin, je sais pas, c'est. Enfin, le 1, il est sur la troisième entrée, là, non? Ouais, le 1, c'est sur la troisième entrée. Oui, parce que c'est tel que j'ai codé ici. Le bit de poids fort de sélection, c'est le A. Donc, en fait, il faut qu'on ait. Regarde. Comme le bit de poids fort de section c'est le A et nous on veut A B bar, c'est quand le A vaut 1 et que B vaut 0 que c'est lui qui est sélectionné, le 1 là, qui se retrouve là. Même Mais si 1-0, c'est pas 2. Comment? Mais 1-0, c'est pas 2. Un 0 c'est l'entrée 2, mais sauf qu'en fait les entrées elles commencent à 0, tu vois, c'est E0, E1, E2. Et du coup bah c'est bien la troisième qui est choisie vu qu'on commence la numérotation à 0. Si tu regardes la table de vérité, Ah oui, c'est tu vois, on commence à E0, euh, E1 et ensuite E2. Du coup si on met 1 0, on a bien E2. Donc c'est bien ouais. la troisième entrée vu qu'on démarre à 0, tu vois, c'est ça le truc qui est sélectionné. Du coup, il n'y a pas d'autres questions, ça va pour tout le monde? Donc en gros, c'est ça sur votre copie de DS, là, ce qu'il aurait fallu designer, en gros, ces circuits-là. Avec le C qui se balade dans le vent, là, parce qu'il sert à rien. Et puis les entrées de section branchées comme ça. Et comme c'est des multiplexeurs à deux variables, bah, c'est pour ça que j'ai dit que des multiplexeurs à deux variables, parce que c'était indiqué par l'énoncé, hein, tu vois, multiplexeur à deux variables, voilà. C'est deux variables de sélection. Donc voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, je peux passer à l'exo suivant, du coup. Tac. Alors, exercice 3. Bon, ça c'est marrant, ça, le codage de Hamming. Hop, tac, tac, tac. Hop, on va copier l'énoncé ici. Alors, donc ici, l'exercice 3, maintenant, c'est carrément autre chose. Là, c'est de la détection et correction d'erreurs par le code de Hamming. Donc en gros, là, c'est vraiment une méthode à connaître pour ce truc-là. Euh, En gros, ici, on nous dit que c'est 7 plus 4, donc 7 bits utiles, donc 7 bits de données, et 4 bits de contrôle. Les bits de contrôle, c'est ce qu'on appelle les bits de parité, souvent, quand on veut transmettre le message, ou les bits tout simplement C comme contrôle, quand on veut vérifier le message. Donc ils sont en position 1, 2, 4, 8. Donc le premier truc qu'on a ça, on sait qu'on a en tout du coup une largeur de message transmis 7 plus 4, donc 11. Le premier truc à faire, c'est de numéroter, voilà, numérotation de 1 à 11 avec 11 à droite, parité paire. La première chose à faire là, pour transmettre donc 1, 0, 0, 0, 1, quelle est la suite qu'il faut transmettre? Donc là, il faut rajouter en gros astucieusement les bits de parité dans ce message-là.
pour avoir la suite qui a à transmettre. Mais avant de faire ça, du coup, il faut d'abord numéroter 1, 2, 3, donc jusqu'à 11. Donc ça, c'est le petit truc à faire avant pour s'y retrouver ensuite plus facilement. Voilà. Du coup, en gros, la structure du message qui va être envoyé, ça va être ça. Donc ici, on aura le bit de parité P1, bit de parité P2, parce que c'est bien en position 1, 2, 4, 8. Donc 4 bits de parité P3 et 8 bits de parité P4. Et puis ici, on aura les bits de message sur tous les autres emplacements disponibles. Donc les bits de message, bon, on va commencer aussi la numérotation 1, du coup, hein, M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7. Donc les structures de messages seront, la structure des messages envoyés et reçus seront toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on recevra 11 bits au total, et dans ces 11 bits, il n'y a que 7 bits qui sont utiles, c'est les 7 bits en vert, là, les bits de message. Les 4 autres bits P1, P2, P3, P4, si on reçoit le message, ça sera uniquement utile à la détection d'erreurs et éventuellement leur correction, parce que grâce à eux, grâce à la combinaison binaire formée par P1, P2, P3, P4, lorsque le message est reçu, permettra de dire la position de l'erreur. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est qu'il suffit de faire la table de vérité en binaire naturel et on retrouve la position de l'erreur en fonction des bits P1, P2, P3, P4. Donc si on écrit donc, P4, P3, P2, P1 ici, et ici ça va être position de l'erreur. Et bien, si P4, P3, P2, P1 valent 0, il n'y a pas d'erreur. Enfin, plutôt, c'est pas P, mais ça va être plutôt en fait ce qu'on appelle les bits de contrôle. Donc en vérifiant que la parité en fait sur ces bits P est bien paire en fait. Donc c'est pas exact, il faut vraiment écrire C4, C3, C2, C1 ici pour être plus correct. Donc ça va être les bits de contrôle. Et ces bits de contrôle vont valoir 1 ou 0 en fonction de si la parité est respectée sur les bits P1, P2, P3, P4. Ici on fonctionne en parité paire, donc ça c'est l'information importante à repérer. Donc il faudra bien veiller à ce que quand on compte, et ben, qu'on ait bien un nombre pair de bits 1 en fait. Donc si on a toutes les bits de contrôle qui valent 0, bah, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Si par contre il y en a au moins un de ces 4 qui vaut 1, bah là c'est là qu'il commence à avoir une erreur. Donc là si on fait 0, 0, 0, 1, la position de l'erreur elle est à 1, donc c'est à dire ici. Après 0, 0, 1, 0, c'est la position 2, donc c'est vraiment binaire naturel, hein, là il n'y a pas de souci. 3, 4, donc je vais aller jusqu'à là où ça nous intéresse, c'est-à-dire 11, donc 0, 1, 1, 0, 6, 0, 1, 1, 1, 7. Donc du coup là il y a 1, hop, 1, 0, 0, 0, 8. Bon, 1, 0, 0, 1, 9, etc. jusqu'à 1, 1, enfin plutôt 1, 0, 1, 1, où ça sera 11. Mais bon, on va pas aller jusque là, de toute façon, on sait que ça marche comme ça, vu que c'est du binaire naturel. Donc une fois qu'on a établi tout ça, ici, ce qui reste à faire, c'est à dire sur quel bit correspondent les bits de parité. Donc en fait je vais quand même aller jusqu'au bout de mon tableau parce que justement je vais en avoir besoin pour ça en fait. Donc 1, donc je vais poursuivre ici, tant pis, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc là ça correspond à 10 et à 11. Parce qu'en fait, pour savoir à quel bit est associé P1, bah, il suffit de regarder C1 là où il y a des 1. Donc ça veut dire la position donc pour C1, on regarde là où il y a des 1. Donc ici, 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 et ici. Donc c'est-à-dire les positions 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Et ben, il va falloir vérifier la parité sur l'ensemble de ces bits-là pour P1. Donc P1, il va regarder les bits 1, 3, 5, 7, 9, 11. P2, et ben, il faut regarder pour ces deux là où il y a des 1. Donc ça veut dire ici, ici et ici. Donc ça va être les positions du coup 2, 3, 6, 7, 10 et 11. Ensuite, pour P3, donc pour P3, il faut regarder là où C3 vaut 1, donc tout ici, et c'est tout. Donc c'est-à-dire c'est les positions 4, 5, 6, 7. Et pour P4, bah, c'est pareil, il faut regarder C4, là où il vaut 1, donc ici et ici. Donc ça veut dire 8, 9, 10, 11. Donc maintenant, sachant ça, là on a toutes les infos pour aborder les questions qu'il faut. Bah, les deux questions qu'il y a.
Donc ça reste à côté. Tac, tac. Donc si on prend la question A, donc pour transmettre du coup 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, quelle est la suite qu'il faut transmettre? Bah tout simplement, là, là, ce qu'il nous dit là, c'est le message brut qu'on veut transmettre. Donc on va mettre dans les bits de message ce mot binaire de cette bit. Donc ça va être 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ici, comme ça, disposé comme ça. Et à partir de ça, on pourra en déduire les bits P1, P2, P3 et P4. Donc c'est ça le but ici. Pour en déduire les bits, donc P1, P2, P3 et P4, qui sont les bits de parité, et ben comme on travaille en parité paire, et ben il faut mettre 1 ou 0 suivant si on compte un nombre pair ou pas de bits 1. Si on compte un nombre pair de 1, eh ben on met un 1. Si on compte un nombre impair de 1, on met à 0, vu qu'on est en parité paire. Donc là, on regarde P1. P1, il dépend des bits 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc 1, P1, donc là, il dépend de lui-même. Donc justement, c'est ça qui va dire si on va mettre un 1 ou un 0 pour qu'on ait au final un nombre pair de bits 1. 3, c'est un 1. 5, c'est un 1. 7, c'est un 0. 10, c'est un 0. Et 11. Alors, pourquoi j'ai mis. Non, pas 10, je regardais le mauvais là. Donc 1, 3, 5, 7, 9. Donc c'est pas 10. 9, plutôt c'est un 0. Et 11, c'est un 1. Donc on a dénombré 3 1. Il y en a un là, un là et un là. Donc on a 3 1. Sachant qu'on est en parité paire, il nous en faudra un quatrième pour qu'on ait un nombre pair de 1. Donc on va mettre un 1 ici à P1. Ça va pour tout le monde le petit raisonnement? Ensuite, pour P2, bah, c'est pareil, on regarde les bits en position 2, 3, 6, 7, 10, 11 et on veut un nombre pair de 1. Donc 2, bah, c'est P2, donc justement on verra s'il faut mettre un 1 ou un 0 pour qu'au final on obtienne un nombre pair de 1. 3, c'est un 1. 6, 0, 7, 0, 10, 0, 11, 1. Donc on a 2, 1. Donc au final on met un 0 parce qu'on a déjà un nombre pair de 1. Ensuite pour P3 c'est 4, 5, 6, 7. Donc c'est plus simple. C'est les 4 bits qui suivent là. Donc on sait qu'il faut mettre un 1. Parce que pour avoir un nombre pair de 1 ici. Et ensuite pour P4 c'est 8, 9, 10, 11. Donc là pareil, 8, 9, 10, 11. Donc là il faut mettre un 1 aussi pour qu'on ait 2 1 sur l'ensemble des 4 bits. Donc voilà, et du coup là on a déterminé le message envoyé. Donc pour la question A, la réponse bah, c'est 1, 0, 1, 1. Donc je vais l'écrire plutôt en quarté, ouais, donc c'est ça, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Donc c'est ça la suite qui est transmise en final. Avec les bits de parité du coup qui sont inclus dans le message, enfin, qui sont imbriqués dans le message du coup. Ça va pour tout le monde là pour la question A? Perso, ouais, c'est bon. Oh nickel. C'est vraiment de la méthode, ça, le codage de Hamming, c'est vraiment tel que je procède. C'est mécanique et puis ça se fait toujours comme ça. Alors, donc là c'est. Euh, Ouais, j'ai une question. ouais, vas-y. Mais du coup, la position pour P1, P2, P3, P4, ils ont toujours les mêmes positions, non? C'est indiqué par l'énoncé. En gros, c'est là, tu vois, il écrit les bits de contrôle sont en position 1, 2, 3, enfin 1, 2, 4, 8. Du coup, c'est pareil pour les bits de parité. Bah, bits de contrôle, bits de Ok. parité. En fait, les bits de parité, c'est voilà, c'est quand t'envoies et puis quand tu reçois, tu utilises les bits de contrôle pour vérifier. Donc, c'est toujours indiqué par l'énoncé pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais effectivement, en temps normal, si tu travailles en binaire naturel, c'est toujours les mêmes positions, hein. C'est des puissances de 2. De puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, de puissance 3. Bah, c'était ma Ok. question justement, genre la plupart du temps on voyait que c'était en 2 puissance n, c'est ça? Ouais, ouais, du coup, c'est souvent, c'est quasiment tout le temps binaire naturel. Donc, de toute façon, ils te le rappelleront tout le temps. Donc, au pire, si c'est différent, de toute façon, c'est indiqué dans l'énoncé. Donc, ça, y a pas de Ok, souci. ça marche. Bon, bah, du coup, c'est pas d'autres questions. On passe à la question B. Donc, on reçoit la valeur. Du coup, là, c'est de la réception. Donc, là, ici, en l'occurrence, la première question, mais c'est souvent comme ça, hein. La première question, c'est émission. Donc, on émet, on construit. Voilà, on construit notre signal d'émission. Donc, à partir des 4 bits de parité tel qu'on l'a défini, en fonction du message qu'on veut émettre. Et là, ici, ça va être de la réception. Donc quand on reçoit, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer qu'on reçoive bien un message correct, qui n'a pas été vérolé pendant la transmission à cause je sais pas, des perturbations électromagnétiques ou comme si les câbles sont très 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 longs, enfin qu'il y ait une perte d'information, j'en sais rien. Mais en tout cas, on veut vérifier à la réception que le message reçu n'a pas été modifié durant la transmission.
Donc ici, là, on reçoit la valeur du coup. Donc là, on reçoit 11 bits, forcément, on reçoit vraiment l'ensemble du message transmis avec les bits de parité qui sont là. Donc bah là, on peut réécrire du coup ce qu'on reçoit, du coup avec les 11 positions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du coup, avec là, je refais le même schéma. Donc P1. Bon, en fait, ce que je vais faire, je vais pas m'emmerder. Je vais plutôt, comme j'ai cet outil magique de couper, je vais reprendre juste ce qui m'atterre. Je vais reprendre ça, ajouter la page courante. Voilà, comme ça, je recopie pas. Comme je suis un gros flemmard, ça me simplifie la vie. Et ici, du coup, en dessous, je vais recopier les valeurs du message reçu. Donc ici, on reçoit, bah, du coup, dans l'ordre 1, 0, 1, 1, après 3, 0, ensuite 1, 1 et 2, 0. Et enfin, un seul 1. Voilà, donc ça, c'est le message qu'on reçoit. Donc c'est intéressant de le réécrire en dessous des positions des bits et des positions des bits de parité de message pour pouvoir faire l'identification d'erreurs. Donc là, ce qu'il faut faire, donc vérifier si elle contient ou non une erreur, et si oui, corrigez-la et donnez la suite de bits de données initialement transmises. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est vérifier s'il n'y a pas d'erreur dans ce message. Pour procéder, ce qu'il faut faire, c'est que j'avais déjà fait là, bah, du coup, ma table de vérité ici avec position de l'erreur, et du coup, c'est avec les bits de contrôle. Les bits de contrôle, c'est comme les bits de parité, ils sont associés aux mêmes positions de bits. Donc pour P1, on a C1, pour P2, on a C2, pour P3, on a C3, pour P4, on a C4. C'est pareil. Donc du coup, si on veut vérifier le bit C1, donc en gros, les bits de contrôle C1, C2, C3, C4, ils vont être égaux, enfin, ça va valoir 0 si on a un nombre pair de bits sur la plage de bits concernée. Pour C1, il va falloir vérifier cette plage de bits 1, 3, 5, 7, 9, 11. Et si l'ensemble de ces bits-là contiennent un nombre pair de 1, et ben C1 va valoir 0. Par contre, si c'est un nombre impair, il va valoir 1. Et si c'est un nombre impair, c'est là où il y aura des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Et c'est là où justement, après, on va la corriger. Donc on va commencer donc pour C1. Donc pour C1, on regarde les bits finalement de position impaire. Donc le bit en position 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Et on compte. Donc combien il y a de 1? Donc il y en a 1, 2, 3. Ah bah voilà, déjà on a un nombre impair de 1 ici déjà. Donc ça veut dire que là à coup sûr il y a une erreur déjà. Donc on peut dire que C1 ça vaut 1. Parce qu'il y a un nombre impair de 1 sur les bits en position 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ensuite, pour C2, je vais essayer de faire avec toutes les couleurs que je peux pour bien distinguer les 4 bits de contrôle pour que ce soit visuel comme ça. Donc pour ces deux, il faut regarder les positions 2, 3, 6, 7, 10 et 11. Donc 2, 3, donc on regarde ici. Après c'est 6, 7. Et ensuite c'est 10 et 11. Donc on comptabilise le nombre de 1. Donc on en a 1 et 2. Donc c'est bon. Donc c'est à dire qu'on a un nombre pair de 1, on en a 2. Donc C2 vaut 0. Ensuite on va faire C3. Donc C3, c'est là, c'est le plus simple, c'est les positions 4, 5, 6, 7. Il faudrait 4, 5, 6, 7. Donc combien il y a de 1? Il n'y en a qu'un seul, donc c'est impair, donc c'est-à-dire combien 1? C'est pas ce qu'on attend. Et enfin, on va faire en bleu pour C4. Donc C4, c'est les positions, donc ici 8, 9, 10, 11 qu'il faut regarder. Donc 8, 9, 10, 11, c'est ici. Donc les 4 derniers bits. Donc il y a un nombre pair de 1, donc il vaut 0. Vu qu'on est en parité paire. Et donc, maintenant qu'on a cette combinaison, enfin maintenant qu'on a déterminé la valeur des 4 bits de contrôle, associés aux bits de parité, enfin, pour vérifier le nombre de bits 1 qui sont pairs, enfin la parité plutôt des bits en fonction de la position, donc c'est associé à ça. Et bien maintenant qu'on a ça, on prend ça et on regarde du coup dans le tableau. Donc on a finalement 0, 1, 0, 1, donc on regarde ça dans le tableau. Ça correspond ici à cette ligne-là. Et bah du coup, là il y a bien une erreur. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une erreur et que cette erreur, elle est en position 5. Donc c'est que l'erreur, elle se situe ici. Hop. C'est là où il y a erreur. Donc je vais mettre un truc attention. Et du coup, s'il y a une erreur là, bah, vu que c'est du binaire, il n'y a que deux valeurs possibles. Si c'est pas 0, comme indiqué ici, bah, ça va être forcément 1. Donc pour le corriger, c'est qu'il va falloir mettre un 1 ici. Donc, ça va pas être 0, ça va être un 1. Et puis du coup, là, on aura le message corrigé. Donc le fait qu'on ait cette combinaison 0,1, 0,1, c'est-à-dire que position erreur égale 5. Donc ça se lit directement, c'est en binaire naturel. Donc du coup, erreur dans le message transmis. Et du coup,
véritable message envoyé. Du coup, là, on va le corriger. Il suffit juste de mettre un 1 à la place du 0. Du coup, le message qu'on était censé recevoir, et bah du coup, ça aurait été, du coup, il faut prendre que les bits de M, hein, donc les bits de message hein, seulement. Il faut pas prendre en compte les bits de parité. Donc du coup, si j'écris d'abord, ça va faire 1, 1. Là, du coup, c'est le bit corrigé. Tac. 0, 0, 0, 0, 1. Voilà, donc ça, c'est le véritable message qui aurait dû être transmis. Moi, je vérifie. Ouais, c'est bien ça. Ouais, du coup, c'est ça la réponse. Du coup, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voilà, ça vous va? Ouais. Bon, bah du coup, ça vous va. On peut passer au dernier exercice, hein, du coup. Oui. Attendez. La position de l'erreur, c'est 5 parce que c'est 0, 1, 0, 1. C'est ça. Là, c'est de la lecture directe, finalement, en binaire naturel, hein. Ok. Et si, le cas particulier dans tout ça, c'est si tu as vu tout à 0, bah comme il n'y a pas de position 0, c'est-à-dire qu'en fait, l'erreur, il n'y en a pas. Donc c'est ce que j'avais écrit dans mon tableau ici. Si tu avais eu que des 0 à tes bits C4, C3, C2, C1, et bah c'est tout simplement le message transmis est juste, il n'y a pas eu d'erreur lors de la transmission. Donc en général, c'est ce qu'on attend, hein. Dans la plupart des cas, on attend à ce que toutes les bits de contrôle valent 0. Du coup, que la transmission s'est bien effectuée, du coup, qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et voilà, c'est le cas le plus courant quand même. C'est pas non plus très fréquent qu'il y ait des erreurs. Mais là, en l'occurrence, là, on nous a mis un cas avec une erreur et comme ça, on l'a corrigé. Bon, bah du coup, on peut faire le dernier exercice hein, qui est sur de la logique séquentielle. Alors, logique séquentielle, séquentielle. Ah ouais, putain, ouais, comme un con, j'ai fermé le sujet forcément. Hop, du coup, je vais le rouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a fait les trois premiers exos. Donc, c'était de la logique combinatoire jusque-là, logique combinatoire classique. Et là, le dernier exo, toujours logique séquentielle. Donc là, on passe dans le domaine où on dépend des étapes précédents. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des bascules. Tac, on va mettre ça là. Hop, hop, voilà. Donc là, dernier exo. En général, c'est peut-être là où il faut peut-être des fois réfléchir un petit peu plus. Alors là, ce qu'on nous dit là, c'est qu'on veut réaliser un circuit asynchrone. Donc déjà, si vous voyez circuit asynchrone en logique séquentielle, vous pouvez être content, parce qu'en général, c'est là où c'est le plus simple. Parce que c'est quand tu as les circuits synchrones où tu dois faire des putains d'équations logiques et du coup plein de tableaux de Carnot pour simplifier les équations sur tes bascules JK. Et quand c'est asynchrone, en général, c'est beaucoup plus simple. Parce que, en gros, les bascules JK esclaves sont reliées par la bascule JK maître grâce. Enfin, c'est plutôt l'horloge des bascules JK esclaves sont reliées sur la sortie ou la sortie complémentée de la bascule maître précédente, selon si on est sur front montant ou front descendant. Donc bah là, on le spécifie d'ailleurs. On est sur front descendant, donc ça c'est important. Si on est sur front descendant, c'est-à-dire qu'on va devoir relier sur l'entrée simple, non complémentée du coup, pour les horloges suivantes. Je voulais, pour vous en convaincre, là, ça paraît peut-être pas évident, je vais vous montrer sur Logisim les animations pour vous montrer pourquoi ça. De toute façon, tout ça, je pense que je vais essayer de le faire maximum sur Logisim, comme ça vous verrez les animations et vous comprendrez bien pourquoi ça marche comme ça. Alors du coup, pour reprendre tout l'énoncé, on veut réaliser un circuit asynchrone qui affiche les nombres impairs de 1 à 15. Donc si ils affichent que les nombres impairs, ce qu'il faut savoir qu'on compte en impairs en binaire. Donc de 1 à 15, donc ça va tenir sur 4 bits du coup. Si on prend les nombres impairs, c'est-à-dire qu'on prend que 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Donc ça serait la valeur de la sortie totale. Et du coup en entrée, donc les entrées, comment utiliser des bascules JK, bah, ça serait du coup on appelle les sorties des bascules Q souvent. Donc Q4, Q3, Q2 et Q1 avec du coup 4 bascules JK. Bah, du coup pour faire des nombres impairs de 1 à 15, et ben en fait ça va être Q1 qui va toujours valoir 1. C'est ça qui définit le fait que ça soit impair en binaire. Et du coup, ça va être Q4, Q3, Q2 qui vont varier comme si tu faisais varier 3 bits seulement. Donc ça va faire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1.
Du coup, la parité en binaire, ça se traduit sur le bit de poids faible. En fait, sur le bit de poids faible, si on est en parité impair, il vaut toujours 1. Et si on était en parité paire, là, ça aurait toujours valu 0. Ça pour tout le monde? Et du coup, ça, c'est la petite astuce. J'aurais pas pensé, quoi. Ouais, ouais, non, mais moi, t'inquiète, c'est parce que moi aussi, à l'époque, ça, je savais pas. Et c'est justement à force de. Quand on avait fait les exos, on s'en était rendu compte sur la toute fin, ça, je crois, juste avant le DS. Mais c'est une petite astuce qui est super bonne à avoir en tête. Parce que, bah, en fait, ça se comprend bien, parce qu'en binaire, c'est 2, c'est une base 2. Et donc, pair ou impair, c'est un état ou un neutre. Donc, forcément, en binaire, ça se traduit par enfin, le bit de poids faible qui ne change jamais. Et du coup, voilà, bah, déjà, on a déjà répondu finalement implicitement à la question 1A. Déterminer le nombre de bascules nécessaires, bah, comme vous voyez, comme on travaille de 1 à 15, parité impair, il faut 4 bascules, sauf que ça dépend, en fait, on pourrait travailler qu'avec 3 bascules, parce que finalement, on voit que ce qui varie, c'est que ces trois valeurs-là, donc on aurait besoin que de 3 bascules, et Q1, ça serait une constante égale à 1 qu'on injecterait dans le circuit. Sauf que vu la suite des questions, il n'y aura pas de doute à déterminer que ça sera bien 4 bascules JK la réponse, parce que, vous allez voir, il faut toujours quand même lire la suite des exercices de logique, comme ça enlève ce petit doute là qu'on aurait là. On pourrait dire, bah oui, bah on met 3 bascules JK parce qu'il n'y a que les 3 valeurs là qui varient, puis pour Q1, au pire, on met une constante égale à 1 en entrée. Mais non, parce que la suite, ils nous disent ici, voilà, on souhaite que ce circuit permette d'afficher les nombres pairs aussi. Donc là, il faut Q1 va varier en l'occurrence là par un bit de sélection. Donc là, forcément, il y en aura besoin des 4 bascules. Donc là, forcément, la réponse c'est 4 bascules JK nécessaires. 4 bascules JK nécessaires parce qu'en fait, la plage de valeur c'est 1 à 15. Et puis avec ce qui va suite, ça va être 0 à 16 en fait. Ici de manière impaire, ici de manière paire. Donc forcément, on a bah, pas 1 à 16, je suis un peu bébête, c'est de 0 à 14 plutôt. Hop, pour la parité. Du coup, la plage de valeur totale, c'est de 0 à 15. C'est une plage de valeur entière, donc on peut écrire avec les parenthèses comme ça pour dire que c'est une plage de valeur entière. Et du coup, c'est égal en gros à. Plutôt ça, c'est plutôt 2 puissance 4 valeurs possibles. Et du coup, sachant qu'une bascule, c'est soit 0, soit 1, bah du coup, le 4 là, ça indique le nombre de bascules, quoi, tout simplement. Donc 2 bascules. Voilà. Ça peut être la petite justification éventuellement qu'on pourrait mettre. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, donc là déjà ça va aider à la question suivante, là la table de vérité que j'ai faite là, déterminer les équations logiques de ce circuit. Donc là les équations logiques de ce circuit, ça va être très simple, c'est que ce qu'il va falloir faire, c'est que dans tous les cas, on va faire fonctionner les bascules JK en commutation. Donc là je vais vous le montrer sur Logisim là pour comment ça fonctionne ce truc là. En fait c'est comme un compteur en fait. Alors, attends, est-ce que c'est un compteur ou pas qui affiche les nombres impairs de 1 à 1 dans les sorties, change d'état sur fond descendant, détermine les équations logiques de ce circuit, permet d'afficher les nombres pairs, une variable x permet la sélection x1, nombre pair, x0 égale nombre impair, les équations logiques données schéma correspond. Ok, parce que, donc là si je reprends, donc ça c'était la solution d'avant, je vais la laisser comme là au cas où. Je vais faire à côté avec les bascules. Donc là je vais faire donc c'est bascule JK, donc il faut aller ici dans memory, donc JK flip-flop. Donc flip-flop pour que ça bascule quoi, en anglais. Hop. Donc on aura besoin de 4 bascules JK. Donc sinon ouais c'est vrai j'ai pas demandé mais vous savez tout ce que c'est les bascules JK, comment ça marche ou vous voulez que je vous rappelle vite fait comment une bascule JK fonctionne? Moi, je leur veux bien une explication, ouais. Vas-y. Alors du Merci. coup, bascule JK. Alors, je vais te représenter une seule bascule JK. Donc tu as deux entrées, J et K. Ça c'est vraiment les deux entrées de la bascule. Et tu as une sortie qui s'appelle Q et l'autre sortie qui s'appelle Q bar. Donc c'est la même sortie mais complémentée. T'as une horloge, soit on peut prendre par un triangle comme ça. Donc là on met la cloque. Donc
ça fonctionne du coup en fonction du rythme de l'horloge, hein, du coup, et ça s'active soit sur front montant, donc on représente comme ça, ou soit sur front descendant, qui se représente comme ça. Donc ça dépend comment c'est paramétré. Là, on nous indique que c'est sur front descendant en l'occurrence. Donc bon, ça aurait une importance après sur comment on va les brancher. Du coup, en gros, du coup, les entrées, donc il faut faire une table logique hein, pour comprendre comment ça marche. Donc tu as l'entrée J, l'entrée K, et tu as la sortie Q, et la sortie Q bar. Forcément, donc si l'un vaut 1, l'autre vaut 0, forcément, bon, on va tout écrire pour que ce soit bien. En gros, il faut voir qu'une bascule JK, en fait, c'est comme une bascule RS, mais améliorée. Parce que dans la bascule RS, tu as le dernier état où les deux valaient 1, où là, c'était interdit. Tu avais l'état interdit dans la bascule RS. Sauf que ici, dans la bascule JK, ici, c'est plus interdit. Ici, c'est complémentarité de l'état précédent. Donc en gros, ici ça serait Qn-1, donc à l'état n-1 bar, et ici Qn-1, voilà, Qn-1 du coup. Vu que c'est bar, mais du coup bar c'est le théorème de l'involution, ça fait Qn-1 directement. Donc en gros, quand tu as J et K, donc c'est ça l'amélioration qu'apporte la bascule JK par rapport à la bascule RS, c'est que quand tu as J et K, donc J en fait c'est le S comme 7 et K comme reset. En gros, c'est un peu l'équivalent. Et bah, quand tu as JK qui vaut 1, en fait, et c'est ça qui est génial dans la bascule JK qui est fort utilisé d'ailleurs quand on fait des compteurs, c'est le fait que l'entrée, enfin, du coup, on complémente l'état précédent quand J et K valent 1. Et sinon, si tu prends l'analogie avec une bascule RS où là, ici, tu as les bits S et les bits R, quand tu as les deux qui valent 0, tu mémorises l'état précédent. Donc Q, ça vaut Qn-1, donc Qn en fait, on va mettre Q à l'état N. Et ici, ça vaut Qn-1 bar, donc ça mémorise l'état précédent si les deux bits J et K valent 0. Si le bit J vaut 0 et que le bit K vaut 1, donc ça reset, donc ça met à 0. Donc ici, à ce moment-là, la sortie complémentée vaut 1. Si tu mets J à 1 et K à 0, et bah ça set, donc ça met à 1. La sortie, du coup, forcément, le complémentaire de la sortie vaut 0. Et voilà, et là, tu as ta table de vérité pour la bascule JK. Nickel, merci. Donc ça fonctionne comme ça. Et je te dis, la fonction la plus utilisée de la bascule JK, c'est celle-là quand tu fais des compteurs. Parce que, surtout les compteurs asynchrones, en fait, tu mets JK, regarde, je vais te montrer vite fait, c'est assez marrant. Je crois que je peux même ouvrir un circuit que j'avais déjà fait. Ouais, compteur 99 secondes, tiens. Hop. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est juste pour l'adaptation de l'affichage ici. Mais ici, bon, non, là, c'est des bascules D. Donc, c'est. Est-ce que j'en ai un autre avec des bascules JK? Parce que, ouais, aussi, les compteurs, on peut les faire avec les bascules D, mais c'est beaucoup plus simple en plus. Et bascule JK aussi, ça se fait super bien. Bon, je crois pas que je l'ai. Bon, tant pis. Bon, ça c'est autre chose du coup. Non. Bon, du coup, avec les bascules JK, si tu veux faire un compteur, hein, c'est pour ça que les entrées enfin J et K qui valent 1, que ça fait le complémentaire, super pratique. Parce qu'en gros, il suffit de faire ça. Hop. Donc de brancher un bit qui va valoir toujours 1 en fait. Comme ça. Tu mets 1 dans JK à chaque fois. Comme ça va prendre toujours, en gros, à chaque front d'horloge, ça va prendre l'état complémentaire de l'état précédent. Et du coup, donc je vais les séparer un petit peu quand même. Donc tac tac, tac tac, tac. Donc, et puis en asynchrone, ça c'est simple à faire. Tu mets une horloge ici. Donc là, ça va être ton signal d'horloge. Et en gros, ici, ça dépend si tu es sur front montant ou front descendant. Là, ici, on va mettre front descendant pour l'adapter à l'exercice. Tac. Donc, il faut régler juste les bascules qu'elles se trigger en front descendant. Donc là, ce qui consiste à faire, c'est de relier du coup cette sortie-là, cette sortie-là, là. Donc là, je te fais juste pour un compteur. Hein. Là, je te montre juste pour un compteur. Ça peut être utile aussi pour d'autres DS, parce que des fois, justement, ils te demandent de faire un compteur. Du coup, tu relis comme ça, en gros, la bascule JK mètre, tu relis sa sortie normale à l'horloge de la bascule JK esclave. Quand tu es sur front descendant. Si c'était front montant, ça serait l'inverse. Ça serait la bascule Q inversée qui se relierait à l'horloge de la suivante. Donc tu relis comme ça. Et puis t'injectes. Et puis là ça suffit je crois. Hein. Donc si je mets là la simulation avec les tics activés, fréquence des tics, ouais 16 Hz c'est un peu élevé, je vais mettre un Hz pour qu'on voit bien. Là t'as 1. Voilà, t'as le 1 qui se propage là. Là t'as 1. Bon ça se lit ici c'est les poids faibles. Hein. Et voilà, et tu vois là ça fait un compteur. Ça te fait un compteur 4 bits qui compte de 0 à 15. Hop, là tout va valoir 0 et le 1 se transmet là. Donc là c'est les poids forts, en fait c'est en lecture inverse. Hein. Et voilà, et là tu as un compteur
un compteur 4 bits réalisé très facilement à base de bascule JK en asynchrone. Donc ça c'est si on te demande de faire un compteur en asynchrone, bah tu fais ça. Tu relis toutes les JK des bascules à 1. Comme ça prend toujours l'état complémentaire et c'est en fonction des fonds d'horloge injectés par la précédente bascule qui va faire basculer l'état de la bascule suivante. Et comme ça marche bien. Tu vois que du coup, ça fait bien un bon afficheur, enfin un beau compteur qui marche très bien. Et puis tu peux même afficher pour un peu plus de confort. Tu peux l'afficher sur un afficheur hexadécimal par exemple, où tu fais du branchement avec un truc comme ça. Tac, tac. Tu mets vers le bas pour qu'on puisse y voir quelque chose. Donc c'est un afficheur hexadécimal. Donc j'avais dit que le poids fort il est tout à gauche. Donc il faut prendre la sortie Q. Donc on prend la sortie Q, on le met là. On prend la sortie Q, on le met là. On prend ici la sortie là, on la met là. Et celle-là, on la met là. Et là on a un beau afficheur hexadécimal et qui montre que bah, les bascules elles comptent, hein. Donc c'est en hexadécimal. Donc là vous voyez c'est, c'est-à-dire 12 ou 13, là 13, 14, 15, et là tout va revenir à 0, 0. Et puis tu as un compteur comme ça qui compte à l'infini, qui fait sa vie. Tu peux même augmenter la fréquence, tu vois, c'est marrant, comme ça défile plus vite. Voilà. Bon, voilà, c'est pour montrer sur le logiciel, comme ça vous voyez plus les choses en fait. Et comme ça tu vois tout de suite si ton truc, si t'as une idée de logique, hop, tu l'as fait, tu vois si ça marche ou pas. Et puis comme ça tu vois concrètement, bah tu vois les trucs bouger, et du coup bah tu vois mieux les choses. Donc ça c'est pour faire un compteur normal, classique. Donc c'est ça l'intérêt de la bascule JK, c'est avoir l'état complémentaire, et tu as un beau compteur comme ça. Mais bon, sinon ça c'était pas l'exercice, hein, ça c'est un peu du bonus, hein, parce que mais c'est pas vraiment du bonus aussi parce que il peut dans un autre sujet de DS, il pourrait avoir un peu cette question-là. Réaliser un compteur avec des bascules JK en asynchrone 16, sur 4 bits et puis voilà, bah du coup il aurait fallu faire ça tout simplement, les brancher comme ça. J'ai une question. Ouais, Du coup, quand J et K sont à 1, ouais. on prend le complément des sorties précédentes, c'est ça? Enfin, de, euh, De l'état précédent, ouais, de la même bascule. ouais, Regarde là tu vois bien sur la première parce que c'est celle qui bascule à la fréquence la plus rapide, hein, littéralement la fréquence de l'horloge. Euh, Bah tu vois là comme J et K là valent 1 parce que j'ai mis une constante, hein, une bête constante là, qui est injectée en permanence à 1 dedans. Et bah à chaque là comme je les ai réglés sur front descendant, je vois qu'il y a un front descendant d'horloge, et bah hop tu vois son état change. Là 0, 1, 0. Donc à chaque fois ça prend l'état complémentaire de l'état précédent. ok. Et ça c'est parce Et que est-ce ouais. que c'est possible qu'il donne des exercices sur des trucs qu'on n'a pas vus en cours? Par exemple quoi? Ça vous l'avez vu ça le compteur? Enfin, oui, très rapidement parce qu'en fait, je crois qu'il y a un TD, un cours qui a sauté un ou deux cours. Ah oui le dernier, ouais je crois qu'on m'avait dit. Enfin, il y a des trucs qui ont sauté quoi, et Ah ouais, il y a et certains trucs qu'on n'a pas encore vus. ah merde, ah ouais c'est peut-être les derniers, du coup vous avez pas trop vu la logique séquentielle peut-être. Hmm. Bah du coup ça je sais pas, ils vous ont communiqué des informations ou ils vous ont rien dit du tout par rapport au DS? Non, ça on l'a déjà fait, mais Ah, c'est surtout au niveau des multiplexeurs où j'ai, ah ok. en tout cas du côté de mon groupe, le prof il a un peu rush sur les 10 dernières minutes dessus quoi. Ah ouais. Ouais, bah ça, ouais, bah ça il faut voir. Après là je vous ai montré un exemple, mais c'est vrai que c'est pas évident ouais, si tu l'as pas vu du tout. Bon après le multiplexeur et le démultiplexeur, faut juste voir comme des aiguilleurs en fait, hein, comme tu vois t'as un train, t'as une voie d'entrée, quatre voies de sortie, par exemple si c'est un démultiplexeur ou inverse, t'as plein de voies d'entrée, une seule voie de sortie, et bah t'as les bits de sélection qui jouent le rôle d'aiguilleurs là, et qui vont sélectionner quelle entrée se situera sur la sortie et inversement. Ok. Donc il n'y a rien de plus enfin rien de plus, ouais, rien de plus compliqué que ça, c'est vraiment juste comprendre ça, le fait que tu as une entrée de sélection qui va dire quelle entrée sera branchée sur la sortie, ou inversement c'est un multiplexeur, quelle sortie sera reliée à l'entrée, donc dans l'autre sens. Donc c'est vraiment les bits de sélection qui déterminent vraiment de l'aiguillage à adopter, et du coup quand tu fais des fonctions logiques, c'est vraiment les fonctions logiques elles rentrent dans les entrées de sélection des multiplexeurs pour aiguiller les 0 et les 1 si tu veux à la sortie comme on le veut quoi, selon telle que la fonction est décrite. Faut vraiment le voir comme ça, hein, vraiment comme des aiguilleurs, hein, c'est vraiment ça ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme si tu avais, si tu fais le schéma électrique, c'est comme si tu avais 4 interrupteurs à l'intérieur qui sont commandés en fait, hein, c'est tout.
toute façon, la logique, hein, c'est rien d'autre qu'un ensemble de transistors en fait, hein, même les portes logiques, tout ça, c'est que des transistors, tout ça. C'est des transistors qui fonctionnent en régime saturé, donc c'est-à-dire qui jouent le rôle d'interrupteur commandé, hein, en fait, hein, parce qu'un transistor, ça a trois broches. T'as les bipolaires ou les MOSFET, hein, il peut y avoir les deux types, mais en général, on combine, enfin, on mélange pas les deux types, on fait soit tout d'un type, soit tout d'un autre type. C'est ce qu'on appelle, je crois, soit on fait en TTL, et ça, c'est que des transistors bipolaires que tu utilises dans ce cas-là, ou soit tu fais en. L'autre nom, je sais plus, on l'avait vu l'autre nom, je me souviens plus c'est quoi le nom. Bon, MOSFET en fait, simplement. Ou non, CMOS plutôt, voilà, ça s'appelle CMOS, là c'est utiliser des transistors à effet de champ. Mais voilà, tu utilises une technologie de transistor que tu mets pareil dans tous tes composants logiques. Et c'est juste un assemblage astucieux de transistors qui te permet de donner finalement tout ce qu'on voit là. C'est des transistors en régime saturé. Donc ça bascule, ça fait soit 0 ou 1. Et selon le transistor, c'est un transistor bipolaire, bah, il commande en courant de base. Et du coup, suivant le courant que tu injectes dans la base, bah, il va commuter comme on lui demande. Et transistor à effet de champ, bah, là, ça va commuter en fonction de la tension grise source que tu lui injectes. Et puis voilà. Puis c'est ça qui va faire fonctionner tout ton circuit. Donc dans tout ça, il faut aussi imaginer qu'il y a des dizaines et des dizaines de transistors en fait. Parce que rien que je crois que pour réaliser une porte logique, une toute bête porte logique AND ou OR, je crois il y a 4 transistors déjà à l'intérieur. Donc sachant que les bascules elles-mêmes sont un ensemble de portes logiques, rétro-bouclées et tout, c'est ça qui permet de faire l'état séquentiel. Euh, Bah déjà dans les bascules tu dois avoir au moins une dizaine de transistors vu que tu as quelques portes logiques. Et puis dans l'ensemble, du coup tu as au moins une cinquantaine de transistors. Juste pour avoir un aspect électronique derrière les 0 et les 1 qu'on voit. Parce que ça se fait pas tout seul. C'est juste une simulation. Et du coup, donc pour en revenir à l'exo, quand même, parce que là, je m'égare un petit peu. Euh, alors ici, donc là, il faut déterminer les équations logiques du circuit pour faire, voilà, qui affiche les nombres impairs de 1 à 15. Bah, du coup, pour faire un. Bah voilà, en fait, j'ai déjà réalisé presque le truc ici. Finalement, c'est pas pour rien que j'ai fait ce petit truc là. Donc là, on affiche tous les nombres. Vous voyez, c'est un compteur qui affiche tous les nombres. Nous, on veut juste afficher bah, les nombres impairs. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déconnecter ici. Non, je me suis trompé. C'est le poids faible. Là, si c'est le poids fort, c'est inversé. Donc c'est ici qu'on va déconnecter. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va déconnecter le poids faible et on va juste brancher l'horloge comme ça. Voilà, là ça compte de manière impaire. Là. De manière paire plutôt. Donc là, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut le 7. Donc comme il faut le 7, il faut mettre ici on va mettre un 0. Donc J c'est le 7. Et du coup, on veut bah, qu'il fonctionne. Du coup, il faut quand même lui injecter une valeur 1. Donc il faut quand même qu'il soit relié à l'horloge. Parce que sinon, il peut pas changer d'état. Bah, du coup, ce que ça consiste à faire, c'est. Alors, ça, je sais pas comment on pourrait faire. Donc, parce que si on relie à chaque fois l'horloge, il va à chaque fois changer. Ah non, il va pas à chaque fois changer. Bah non, il faut juste relier l'horloge en fait. Bah ouais, vu que c'est J7 avec reset, donc c'est bon. Donc voilà, donc on branche bêtement l'horloge comme ça. Hein, donc, pour faire T'es plus sûr simple. que au niveau de la consigne, ça marche ça, vu qu'on est censé faire des trucs asynchrones? Il y en a deux qui sont synchrones de bascule. Ouais, effectivement, parce qu'il y aurait fallu qu'un seul soit branché à l'horloge du coup. Hein. C'est ça le problème. En fait, une fois que tu l'as branché une fois l'horloge, tu peux le laisser tranquille, il restera toujours à 1 s'il a Ouais, pas voilà, c'est d'horloge. ça. Ouais, tu fais ça. Voilà. Sinon, on peut juste mettre un plexeur. Un multiplexeur? Ouais, sur le 0, si on met un plexeur, ça peut choisir seulement. En fait, vu qu'on a une consigne X à avoir, on a juste à le mettre à la sortie pour la bloquer. Alors, si on met une consigne X, donc c'est-à-dire qu'on rajoute une entrée? Non, mais normalement, dans la consigne du DS, il y a un truc comme quoi il faut X. Ah oui, une entrée pour dire si on choisit nombre pair ou impair. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, Ah quand c'est oui. 0, on fait directement sauter. Enfin, on fait passer le 1, et si quand c'est 1, on le fait pas passer. Ah oui, bah ouais, bah du coup la consigne X elle va se mettre comme ça, regarde. Euh, Ah oui, un multiplexeur. Ah ouais, bien vu. Ouais, bah du coup il faudrait le mettre comme ça, ouais, effectivement, bien vu. Ouais, je vois ce que tu veux faire. Donc tu mets un multiplexeur avec comme ça un bit de sélection. Euh, Alors la sortie, du coup, elle va être différente. Donc la sortie, ça va mettre le 1 en premier lieu. Donc X ils veulent quoi? Donc c'est si X vaut 0, c'est nombre impair. Si X vaut 1, c'est nombre pair. Donc c'est bien comme ça. Bah du coup on va brancher le complément, ouais. Ouais, alors bon, là, je vais avoir un petit problème de place, je vais décaler de 1. Tac, tac, tac. Ouais, on ferait comme ça. Et le bit d'entrée de sélection, donc le X, on rajouterait ici quand même une entrée X. Donc, de toute façon, c'est l'énoncé qui nous le dit, donc on a le droit de le rajouter. Ici, on va rajouter un X. Du coup, lui, ça serait le X, tac.
hop, hop, et on le relierait là. Et quand x vaut 0, ouais, il faut quand même que je relie la sortie de mon multiplexeur, forcément, pour qu'on voit que ça s'affiche bien ici. x0, nombre impair. Si x vaut 0, on fait parcourir les nombres impairs. Ça marche. Si x vaut 1, on fait parcourir les nombres pairs. Et ouais, ça marche. Ouais, nickel. Donc c'était ça ton idée? Ouais, c'était ça. Bon bah nickel, alors bah bien vu, ça Mais du marche. coup, faut pas refaire sortir on peut refaire sortir on peut relier le second, non, la bascule 1 à la bascule 0 pour la cloque. Alors la bascule 1, donc celle-là, on la relierait à la précédente? Ah oui, non, ça marche comme ça en fait, c'est bon. Ouais, non, là, y a pas besoin, hein, tu vois, là, ça marche bien, bien comme il faut. Non, Là, c'est du vrai, coup, on a juste. déjà réalisé la question 2 en fait. On souhaite que ce circuit permet d'afficher le nombre pair, une variable x permet la sélection. Bah, en plus, ça permet la sélection, donc tu as le mot sélection carrément comme l'entrée de sélection du multiplexeur, donc c'est assez explicite finalement que c'est ce composant-là qu'il fallait bien choisir. Après, il y a d'autres possibilités, hein, je dis pas, mais c'est celle qui paraît la plus naturelle hein, finalement avec le multiplexeur. Donc, ouais, ça marche bien. Et puis, si on remet par exemple, le x à 0, hop, on revient au nombre impair et ça compte comme il faut. Ouais, bah nickel alors. Bah du coup on a répondu à tout dernier exo si j'ai pas oublié de question. Hmm. Bon, je vais le laisser comme ça. Alors, déterminer les équations logiques du circuit. Ouais, bah du coup les équations logiques. Donner le schéma correspondant. Bon, bah donner le schéma correspondant, bon, sans le compteur, hein, là bien sûr, mais c'est ça quoi en gros. Donc je vais bien faire la distinction quand même. Il n'y a pas besoin de mettre l'afficheur, ça c'est juste pour que vous voyez la petite animation. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est le truc avec les 1, 0 ici, 1 partout, sur les JK des. Donc sur la première bascule JK de poids faible, tu mets 1 dans J, 0 dans K, et pour toutes les autres bascules de poids plus fortes, de poids plus élevé, bah, tu mets 1 dans JK, comme ça bascule, ça fait l'état complémentaire. La cloque est reliée du coup à la deuxième bascule, parce que on veut compter en paire ou en impair. Donc la première elle reste constante et ça va être le multiplexeur qui va déterminer si on prend euh, la sortie normale ou la sortie complémentée. Donc avec le bit de sélection X qui intervient à partir de la question 2. Et puis le reste fait sa ville en fonction de la cloque. Et comme on est sur front, donc là j'ai bien insisté sur un truc, c'est comme on est sur front descendant, et ben ça c'est une importance sur comment on relie la cloque de la bascule n plus 1 en fonction de la sortie de la bascule n. Si le front là comme là est descendant, on relie la cloque de la bascule n plus 1 à la sortie normale de la bascule n. Si le front était montant, c'est le complément, c'est-à-dire que la cloque de la bascule n plus 1 aurait été reliée à la sortie complémentée de la bascule n. Ça va, ça vous visualisez? Donc ça, c'est une importance capitale, ça, le fait qu'on nous dise front descendant, front montant, en asynchrone. Ça permet de savoir comment câbler les cloques des bascules esclaves en fonction des bascules maîtres. Enfin, en fonction des sorties des bascules maîtres. Par exemple, si J'ai là pas j'ai fait... compris physiquement pourquoi fallait inverser du coup. Ouais, alors bah ouais, ça il faut faire je pense un chronogramme en fait. Le seul moyen c'est de faire un chronogramme pour comprendre pourquoi. Donc je vais essayer de faire un chronogramme. Donc je promets rien, mais je vais essayer d'en faire un. Tac. Alors, imagine, donc je vais pas faire avec 4 bascules du coup, mais je vais en faire avec 2. Moi, on verra peut-être mieux la chose. Juste une maître et une esclave. Donc, si on prend deux bascules ici, J, K, sortie Q, Q bar, ici la cloque. Donc une autre, pareil, J, K, l'horloge, sortie Q bar, Q bar, Q. Donc ce serait Q0, Q. Non, ça serait le poids fort et à droite à chaque fois, c'est inversé. Donc ça serait Q1, Q1, 1, 1, 0 plutôt, 0, 0, 0, 1, 1. Voilà. Ici, ça serait la cloque. Donc, si on est sur front, donc je vais mettre la cloque ici. Donc là, ça serait la cloque. Si on fait sur front montant, donc j'injecte là. On veut faire commuter hein, ici, donc on met tout à 1 directement ici. Tac, tac, tac. Donc ici, c'est un logique qui est envoyé sur J0 et K0 pour dire que la bascule elle est en régime de commutation perpétuelle en fonction de l'horloge qui y entre. Enfin, en fonction du front qu'elle se prendra de l'horloge. Parce qu'en fait, c'est le front, l'horloge qui indique le fonctionnement de la bascule, à quel moment elle fonctionnera. Et ici, pareil, on va mettre à 1, J1 et K1. Et du coup, pour savoir comment on relie, si on relie comme ça
on se relie comme ça en fonction du front. Il faut faire un chronogramme par exemple. Donc si ici, donc un chronogramme, hein, c'est souvent qu'on fait de la logique séquentielle, on réalise des trucs comme ça. Donc on met une barre temporelle là, comme ça. Donc on a que 3 trucs. On a ici, ça va être la clock, donc CLK, donc c'est ce truc là, la clock ici. On va avoir la sortie Q0 et la sortie Q1. Donc la sortie de la première bascule là et la sortie de la deuxième bascule là. Si là c'est l'état complémentaire, donc bon, savoir l'un permet d'en déduire l'autre. Donc ça c'est pas très grave. Alors, si les bascules sont réglées en front, donc front montant, si elles se trigger sur un front montant d'horloge, et ben si je trace un chronogramme au pif de l'horloge, donc ça fait tac, 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 donc un bête signal créneau à fréquence constante. Donc ça c'est l'horloge. Donc bon, je vais pas faire. Putain, ça doit annuler, tant pis. Hop, 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 hop. Donc j'essaie d'être à peu près régulier. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ça c'est le signal d'horloge. Donc c'est vraiment un signal créneau. On va pas forcément avec un temps haut égal à un temps bas. Mais en général en logique on considère que le temps haut égale au temps bas. Donc qu'on peut définir en gros ici la demi-période, un T sur 2. Bon, si ça n'a pas d'importance spéciale, parce que de toute façon le signal est périodique. Donc ça sera un intervalle de temps régulier que la bascule va s'activer. Donc si on est sur front montant, ça va être ici. C'est à ces moments-là où je dessine les 3 flèches noires où il y aura un changement d'état de la bascule 0, là, de la bascule qui est ici. Ça c'est la bascule là. Donc Q0, donc au début s'il vaut 0, on commence à 0. Comme on a J et K qui valent 1 en permanence, hein, parce que c'est une constante, bah du coup à chaque fois il va changer d'état à chaque front montant d'horloge. Donc ici un front montant d'horloge, tac, il bascule à 1. Jusqu'au front suivant d'horloge où il va basculer à 0. Et donc ici, si je branche ici, là, comme on est sur front montant, ici je branche le Q0 bar ici. Donc plutôt je vais faire l'inverse, je vais faire le mauvais cas pour vous montrer ensuite pourquoi l'autre c'est le bon cas. Donc là je fais le mauvais cas, donc là je le branche Q0 directement sur l'horloge suivante alors que sur front montant, alors que normalement c'est l'inverse qu'il faut faire, mais je vais vous l'expliquer du coup pourquoi. Donc Q0 là il fait sa vie, donc là on est à front montant d'horloge, il a changé d'état ici, il a repris un autre front montant, il change d'état ici, il reprend un autre front montant, il change d'état ici, voilà. Ça c'est Q0, il a fait sa vie comme ça. Et Q1 il va être dépendant de Q0, qui est lui-même dépendant de l'horloge. Donc là, une fois qu'on a fait Q0, on peut faire Q1. Parce que c'est bascule maître-esclave. Hein. Lui, c'est le maître et lui, c'est l'esclave. Tac. Donc Q1, comme il se prend l'entrée Q0 et qui s'active ici sur front montant, c'est qu'on aura un front montant ici que Q1 va changer d'état. Donc ça va être ici, ici, aux deux endroits j'ai tracé la flèche rouge. Donc au début Q1 vaut 0. Ah, bah il y a un front montant, il change d'état. Ah, il y a un autre front montant, il change d'état. Et bah là, c'est pas l'application qu'on fait, on fait pas un compteur, mais on fait un décompteur dans ce cas-là. En gros, là on le voit sur 2 bits, parce qu'en gros au début tu as 0, 0, ensuite tu as 1, 1. Donc ça veut dire que tu commences à 0, 0, ensuite tu as 1, 1, donc tu étais à 0, tu passes à 3, ensuite tu as 0, 1 toujours, donc tu as 1, 0, donc tu passes à 2, tu as 1, 0, donc 1, donc 0, 1 ici, donc 1, et ensuite tu vas avoir 0, 0. Donc en fait là tu fais un décompteur si tu le branches comme ça, donc tu comptes dans l'autre sens tout simplement. Je sais pas si c'est clair. Comme ça tu vois avec Si le... c'est bon, merci. Ouais, et du coup c'est ça qui explique le truc, donc en fait... La subtilité, c'est que si tu es sur front montant et que tu le branches mal, donc tu as deux possibilités en fait. C'est soit Q0 ou Q0 bar de toute façon. Donc dans un sens, tu fais un compteur, dans l'autre sens, tu fais un décompteur. Donc c'est juste ça la différence. Donc après, ça dépend ce que tu fais. Hein. Si tu veux faire un décompteur, du coup, ça c'est la bonne architecture. Mais en général, on demande plutôt des compteurs, c'est ce qui est plus naturel. Du coup, il faut juste veiller en fonction de l'architecture que tu veux réaliser, donc compteur ou décompteur, en fonction du trigger des bascules, donc c'est-à-dire front montant ou front descendant d'horloge. Et ben, tu sais comment brancher du coup. Et là, par contre, si on avait fait du coup dans le bon sens, donc en le branchant plutôt le Q0 bar directement à l'horloge du suivant, bah là, du coup, ce qu'il faudrait faire pour être rigoureux en toute rigueur, du coup, ça serait, bon, ça je vais le laisser quand même, du coup, il faudrait tracer à côté le graphe du Q0 bar, donc le Q0 complémenté pour bien s'y retrouver, et ensuite on pourrait faire le Q1 ici. Donc ici, là, c'est décompteur. Et LUT, ici ça va être le compteur. Donc vraiment en général ce qu'on veut faire.
À gauche, c'était le décompteur. Donc là, on fait Q0 bar, donc on reprend l'état complémenté, vu qu'on branche la sortie complémentaire à l'horloge de la suivante. Donc on refait le. En gros, c'est le même graphe que celui-là, enfin le même chronogramme que celui-là, mais avec tous les états en inverse, enfin en complément. Donc c'est-à-dire qu'on commence à 0, on fait 1 pendant une certaine période, on fait donc 0 pendant une certaine période et 0. Et là, ça s'enclenche sur front montant, donc ça va s'enclencher ici, juste ici. Les autres, ça, c'est des fronts descendants. Donc là, on va bien réaliser le compteur parce que ici, ça vaut toujours 0. Jusqu'à là, ça vaut 1. Et du coup, ce qui va passer, c'est que. Donc ici, c'est Q0 bar. Hein. Donc il faut bien veiller que si tu retraces au-dessus Q0, du coup, tu as ça, 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 ça. Donc en gros, au début, tu aurais 0, 0, 1, 0. Donc si on retrace dans l'ordre, c'est 0, 0, 0, 1, parce que Q0 c'est le poids faible, hein, sur c'est Q0, c'est Q1. 0, 1, donc ici le poids fort passe à 1, le poids faible à 0. 1, 1, et là, du coup là tu comptes dans l'ordre, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Là je te fais avec 2 bascules JK, parce que sinon après ça alourdirait l'écriture des chronogrammes et tout pour rien, mais t'imagines ça avec 4 bascules JK par extrapolation, et tu comptes jusqu'à 15 du coup, dans le bon sens. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Du coup, c'est ça qui explique pourquoi, enfin, comment je sais justement brancher l'horloge de la bascule suivante en fonction de la précédente, selon si c'est sur front montant ou sur front descendant. Juste question, au contrôle, on ne demande pas de faire des chronogrammes, genre s'il n'y a pas dans la question, on n'a pas besoin de les faire. S'il n'y a pas dans la question, non, t'as pas besoin de le faire. À moins que si, par exemple, là, on te demandait de justifier explicitement la question qu'on vient de me poser, par exemple, si on te disait pourquoi branche-t-on ce. Des fois aussi, ouais, tu peux avoir des sujets, en gros, on te présente déjà le circuit tout fait. Donc on te présenterait déjà ce circuit-là. Et pour avoir une question, c'est possible, mais c'est assez peu probable, mais c'est possible, qu'on te dise, on a le circuit suivant, composé d'un ensemble de bascules JK, qui a pour rôle de compter, expliquer pourquoi les bascules esclaves sont branchées sur les sorties normales des bascules maîtres pour leur horloge, par exemple. Et là, c'est là qu'il aurait fallu faire un chronogramme, si tu veux justifier ça de manière explicite et correcte. Ok, merci. Donc c'est possible qu'on te le demande, mais c'est assez peu probable. D'accord, ok, merci. Ouais, de rien. Parce qu'en général, j'ai eu l'impression que sur un DES sur 2, ils font. Donc là, ici, c'est de la conception de circuit en fonction de ce qu'on veut faire pour la partie séquentielle. Hein, et un DES sur 2, c'est on te donne un circuit, tu dois l'analyser, expliquer pourquoi il fonctionne comme ça. Donc ça dépend des années. Et du coup, bah là, on a fini tout le DS finalement, parce que, en gros, donner les équations logiques du circuit, juste pour répondre de manière rigoureuse aux questions, il faut juste dire les entrées des bascules JK, comment tu les connectes. Tu dis que J, donc là, tu as 4 bascules JK, donc tu les numérotes 0, 1, 2, 3, 4, hein, selon leur poids. Et puis tu dis J0 vaut 1, K0 vaut 0, J1 vaut K1, vaut J2 vaut K2, vaut J3 vaut K3 vaut 1. Et puis tu dis que l'horloge, voilà, comme c'est de manière asynchrone, tu la branches seulement à la première bascule qui fait qui compte. Comme là on est en paire impair, c'est particulier, l'horloge elle va à la deuxième. Donc la première reste toujours dans un état fixe. Tu mets un multiplexeur pour la sélection du comptage pair ou impair. Et puis tu dis que voilà, les suivantes sont reliées à la sortie normale, enfin l'horloge des bascules suivantes sont reliées à la sortie normale de la bascule précédente, parce qu'on est sur front descendant ici. Et voilà, tu peux expliquer comme ça. Et du coup, déterminer les équations logiques du circuit, c'est ça. Hein, c'est juste dire les J et K combien ils valent en fait pour chaque bascule. Mais du coup, si c'est des constantes, comme tu travailles de manière asynchrone. Si tu travailles de manière synchrone, c'est-à-dire que toutes les bascules auraient été connectées à la même horloge, donc ça veut dire que tu aurais eu ça, donc ça irait là, de manière synchrone, et là c'est beaucoup plus chiant, tu aurais eu l'horloge qui serait connectée comme ça, à toutes les bascules. Donc elle serait plus connectée, l'horloge serait plus connectée aux sorties des précédentes, elle serait connectée comme ça. L'horloge elle serait connectée, donc c'est-à-dire que toutes les feuilles, c'est ça synchrone, c'est-à-dire qu'elles sont toutes reliées à la même horloge.
Et là, tu aurais par contre des vraies équations logiques. Là tu aurais des vraies équations logiques qui font intervenir les Q3, Q2, Q1, Q0. Et du coup, tu ferais des tableaux de Carnot pour simplifier tes équations et tout. Et du coup, tu aurais tout un bordel de câbles avec plein de portes logiques, AND, OR et tout pour satisfaire aux équations logiques que tu auras déterminées et simplifier via Carnot, quoi. Donc ici, c'est le plus simple. Quand c'est asynchrone, c'est génial. C'est voilà, c'est très simple. T'as juste à les boucler comme ça se fait de manière naturelle. Voilà. Par contre, si c'est synchrone, là, tu dois faire tout un tableau enfin, toute une table de vérité pour chacune des bascules, simplifier les équations logiques et ensuite mettre les portes, etc. Et c'est un peu chiant. Voilà. Donc ça, il faut bien, du coup, dans l'exercice où c'est de la logique séquentielle, il faut bien veiller au terme, donc qui est synchrone ou asynchrone, il faut bien regarder ça. Il faut bien regarder quel type de bascule on utilise. Souvent c'est des JK, mais des fois il peut y avoir des bascules D, pourquoi pas, bascules RS, mais c'est plus rare. Bien regarder si, et puis bien regarder si on est sur front montant ou front descendant. Surtout quand on est asynchrone. Asynchrone, c'est très important, c'est les fronts. Quand on est synchrone, on s'en fout un peu que ça soit front montant ou front descendant, ça va pas changer les équations. Et puis voilà, c'est vraiment ce à quoi il faut faire attention. Donc voilà, bah du coup on a fini de traiter l'annale 2020. Bon, on a pris un peu plus de temps, mais c'est parce que j'ai vraiment tout détaillé. Normalement ça se fait en 1 heure, hein. Mais là c'est parce que j'ai vraiment tout détaillé. Je vous ai montré petites animations sur le Logicim et tout. Mais en vrai ça se fait assez tranquillement en 1 heure. En vrai, si c'est quand même le desk, je pense qu'il faut le plus speeder de tous les desks que vous aurez cette année. Mais si vous speedez un peu, vous le faites tranquillement en 1 heure. Mais en 1 heure quand même. Voilà. Du coup, ça vous va ou vous voulez que vous avez des questions, ou vous voulez qu'on essaie de voir un autre truc ou ça ira? Pour moi, ça va. Bon bah nickel. Pareil. Moi aussi, ça va. Bon, Moi bah, aussi, franchement, merci, tu gères. ah, bah de rien. Ça va, j'ai expliqué assez clairement, ça vous a bien aidé? Ouais, c'est Parfait. nickel. Bon bah c'est bien. Bon, le principal c'est d'y aller confiant, vous y allez confiant en DS, vous vous amusez et puis tout ira bien. Voilà. Ah, c'est le premier, c'est de la logique, c'est sympathique. Bon bah du coup ce que je vais faire c'est que bah du coup je vais arrêter ici. Bah, c'est vrai qu'il est déjà 21h24 finalement. Donc là j'ai enregistré, je vais couper l'enregistrement et puis ça sera disponible